Pierre Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Mutinerie. Merci de votre invitation. Je vous en prie. Donc vous êtes là ce soir pour nous parler de votre dernier livre, La souveraineté numérique, dans lequel vous présentez un petit peu les dangers et les enjeux d'un nouveau monde en réseau. Les avantages aussi, pas que les dangers, heureusement. Et la fin est sur les avantages, ouais. On a hâte qu'elle arrive. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Et notamment, qu'est-ce qui, dans votre parcours dans les médias, depuis 25 ans à peu près, Oh là là, ouais. voilà. Quelle est l'envie derrière ce livre et qu'est-ce que vous espérez comme impact? Et qu'est-ce que vous avez déjà d'ailleurs eu, puisque par exemple Montebourg a repris certaines de vos analogies C'est déjà en soi pas mal. Ouais, bon. C'est pas mal. En effet, j'ai un parcours qui est à la fois un parcours militant, à l'origine avec les radios libres, ensuite d'entrepreneur. Et dans tout ce parcours-là, il y a une réflexion qui l'anime, une réflexion sur le métier que je fais, sur la société, sur la manière qu'on a d'y vivre ensemble, et des choix, à la fois des choix collectifs, des choix de notre équipe, qui sont je dirais des choix sur des sujets qui nous touchent, et en même temps une volonté de conduire une entreprise et de conduire un groupe d'activités. Et que si je reprends du début, il y avait en France à la fin des années 70 encore un monopole de la radio. Donc l'État était le seul qui avait la capacité d'émettre à partir du territoire national. Et il y a eu un mouvement qui s'est dessiné au cours des années 70, qui était un mouvement de libéralisation, d'ouverture de ces ondes, avec des gens très très différents, mais tous convergeaient pour que ce monopole disparaisse. Donc j'ai eu la chance de participer à ce mouvement avec des gens tout à fait exceptionnels et d'avoir une sorte de goût irrépressible de la liberté qui ne m'a pas quitté. Et je dirais que le monopole est tombé, on a pu développer des activités, faire beaucoup de choses, des choses extraordinaires. On est beaucoup mieux aujourd'hui que du temps du monopole. Et donc c'est quelque chose de positif. Ensuite est arrivé le Minitel, la téléphonie surtaxée, et puis ce truc que j'avais trouvé qui s'appelait à l'époque The Source, qui était la possibilité de connecter des ordinateurs entre eux. Bon, moi je faisais du Minitel, j'avais fait un truc qui s'appelait 3615 Géraldine, et donc qui était une formidable messagerie de rencontres et qui générait des profits substantiels permettant de développer le réseau Skyrock sur le territoire national. Et j'ai vu ce truc The Source avec des ordinateurs qui se connectent, etc. Ça m'a mis en contact avec AOL, CompuServe, Prodigy. Et j'ai pensé que c'était un super truc qui s'ouvrait là d'échange et de communication. Et j'ai proposé à cette époque à France Télécom Multimédia, qui était une sorte de filiale un peu excentrique et exotique autour de France Télécom, de développer. Alors comme il y avait American Online et que j'ai pas beaucoup d'imagination, j'ai proposé de faire France en ligne. Et ça a été la première société de service du groupe France Télécom, première société de service Internet. Et cette société-là a été créée en 93. Ensuite, le web s'est développé. Avec le web au sens Netscape, etc. On s'est séparés avec France Télécom à ce moment-là, sur une divergence profonde d'analyse, puisque eux considéraient que c'était formidable Netscape, et moi je considérais qu'on ne pouvait pas avancer si on ne contrôlait pas le code et l'interface. Je considérais que je ne pouvais pas passer par un concurrent pour toucher le public. Bon. Les chemins sont séparés, les activités ont continué. J'ai ensuite développé Skyrock.com, et puis j'ai découvert en 2000 aux États-Unis les blogs, que je trouvais absolument extraordinaire, puisque pour ceux les plus anciens qui s'en rappellent, il y avait des pages perso, qui étaient en fait des logiques assez statiques d'autopromotion. Il y avait des trucs intéressants, il y avait GeoCities, il y avait un certain nombre de sites, il y avait Multimania en France, mais enfin c'était quelque chose qui était quand même assez fermé, et le blog m'a tout de suite fasciné parce que c'était vivant, parce que c'était ouvert, parce que c'était collaboratif. On ne disait pas collaboratif à l'époque, mais il y avait cette notion de c'est une fenêtre vivante sur ce qui se passe. J'ai rapproché ça de la culture adolescente qui consiste à avoir des journaux personnels.
La plupart d'entre nous ont écrit des poèmes, la plupart d'entre nous ont illustré des cahiers avec des photos collées, etc. Et je me suis dit, si je réécrivais ce code de blog qui était un univers assez adulte, je voyais, par exemple, il y avait à l'époque, c'était l'explosion de Fox News, donc il y avait tous les démocrates qui faisaient des blogs pour dire tout ce que dit Fox News est faux, etc. J'avais toute une culture de blogs, etc. J'avais vu des blogs d'aéronautique avec des listes de liens extraordinaires. Mais enfin, bon, c'était l'accès à des idées, c'était pas l'accès à des personnes, forcément. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut pas en faire un réseau, en fait, de blogs? Et c'est devenu ce qu'ont été les Skyblogs. Je dis ce qu'ont été parce que ça a évolué, la marque a changé depuis. Et donc il y a eu toute une explosion extraordinaire de ce qui est devenu par la suite appelé réseau social. Puis j'ai continué à développer des activités dans ces domaines, et toujours en me posant des questions sur la liberté des utilisateurs, la liberté d'expression pour laquelle on se battait sur l'antenne de Skyrock également. Et tout ça m'a amené à la fois à une réflexion d'entrepreneur et de réflexion tout court sur comment est-ce qu'on peut utiliser l'Internet pour ouvrir la société française. La société française était, il y a quelques années, une société qui était beaucoup plus fermée qu'elle ne l'est aujourd'hui, et Internet, c'était un formidable ouvre-boîte. Donc je me suis servi d'Internet pour ouvrir la société. Et pourquoi avoir écrit ce livre? Parce que j'ai eu l'impression que l'Internet que j'avais connu, je dirais libre et ouvert, se refermait, et qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'un nouvel ouvre-boîte. Et je me suis dit, quel ouvre-boîte je vais utiliser par rapport à ce système qui est en train de se refermer? Et je me suis dit, bon, je défends la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté dans une démocratie? La liberté, ça se fonde sur le droit. Qu'est-ce qui fonde ce droit? C'est la souveraineté. Donc j'ai considéré que la souveraineté était un moyen de défendre et de fonder notre liberté, notamment sur les réseaux. D'où le terme de souveraineté numérique, en disant c'est la maîtrise de notre destin sur les réseaux numériques. Et d'où l'écriture de ce livre, qui est en fait dans une continuation d'une expérience, je dirais, de citoyen et d'une expérience d'entrepreneur, qui est un parcours qui s'est consacré, je dirais, à la liberté d'expression, et qui utilise tous les moyens à sa disposition pour pouvoir la conforter, la défendre et l'utiliser. Qu'est-ce qui menace aujourd'hui la souveraineté de la France sur les réseaux? Quelles sont les grandes menaces? Alors, en termes de menace, je ne parlerai pas menace parce que je dirais que cette souveraineté n'existe plus. La menace, c'était jadis. Aujourd'hui, cette souveraineté est réduite à néant. Et si vous voulez, on a eu le défilé du 14 juillet, qu'on peut voir. Alors, c'est défilé les avions, la patrouille de France, etc. Mais on est dans un pays qui est incapable de garantir le secret de la correspondance. Pour moi, c'est la Sildavie. C'est-à-dire qu'il y a la symbolique, mais il n'y a pas la puissance. Aujourd'hui, notre pays n'est pas capable de garantir le secret. Comment et pourquoi on l'a perdu, cette puissance? Quand je parle de puissance, je veux surtout exprimer le moyen de défendre les libertés individuelles des citoyens. C'est ça, là, en fait, la clé fondamentale. Pour pouvoir défendre les libertés, vous devez avoir, en fait, une communauté de personnes qui se garantit et qui crée les moyens de défense de ces libertés. Ces défenses-là, aujourd'hui, nous ne les avons plus, parce que si vous n'avez plus de secret, vous n'avez plus de vie privée. Si vous n'avez plus de secret, vous n'avez plus de diplomatie. Si vous n'avez plus de secret, vous n'avez plus de vie des affaires. J'ai déposé un brevet aux États-Unis. Bon. Quand j'ai fait ce dépôt de brevet, donc il y a un cabinet en France et puis un cabinet relais aux États-Unis pour le dépôt de brevet. Et au moment de ce dépôt de brevet, en fait, on m'a dit, bon voilà, le brevet est à peu près prêt et on va le déposer, on l'envoie la semaine prochaine aux États-Unis. Je dis, peut-être que ça peut utiliser le mail. Non, c'est quelqu'un qui part avec une clé USB, qui va toutes les semaines, etc. On a perdu ce secret sur le réseau, on a perdu ce secret des affaires, il n'y a pas de stratégie sans secret, quelle qu'elle soit, et donc il n'y a pas d'autonomie et de liberté individuelle. Donc, en fait, j'ai trouvé que notre pays se trouvait dans une situation, et donc ses citoyens, mais pas simplement le nôtre, c'est la plupart des pays, y compris ceux qui sont à l'origine de ces nouvelles logiques informatiques où les libertés individuelles sont menacées. Donc c'est un ouvrage qui met en avant cette mise en péril des libertés individuelles et qui propose un certain nombre de moyens pour y remédier. Pourquoi est-ce que la France n'a pas réussi à garantir ses libertés? Pourquoi est-ce qu'il y a une érosion de sa souveraineté qui s'est en plus pas vraiment vue et que de nombreux pays européens au contraire en pâtissent? Quelles étaient les conditions, quels étaient les facteurs de différence qui ont fait que la France n'a pas réussi à se positionner avec pourtant des bonnes infrastructures, des bons ingénieurs et des grosses sociétés d'État? Il y a eu vis-à-vis de l'Internet des réactions complètement différentes. D'abord l'Internet, cette culture
ce qu'on avait vu avec l'agence militaire au départ, qui avait utilisé ce réseau. Il y a dès le départ, dans la culture américaine, qui est la culture, je dirais, post-Sputnik, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la science et tous les moyens pour promouvoir une avance militaire et technologique, il y a une alliance entre l'armée, la technologie et donc le numérique. Et donc il y a un creuset commun, dès le départ, une sorte de soupe originelle qui va associer les universités, la recherche militaire, l'armée en général et le renseignement. Ça, c'est une sorte de soupe originelle d'où surgit le réseau avec un certain nombre de métamorphoses au fil du temps. Vous avez une image assez parlante dans votre livre, vous dites on croyait que ces entrepreneurs étaient dans un garage, et en fait le garage était sur un porte-avions. Voilà, en parlant de tout ce que, voilà, en fait, alors, tous les subsides de l'armée américaine à un certain nombre de startups qui en plus apparaissent comme étant les figures de proue du monde nouveau, libre, etc. Oui, parce que, bon, d'abord, il y a l'image, elle est comme toute métaphore, elle est fausse. Hein, mais il y a beaucoup de métaphores intéressantes dans votre livre. J'aime bien. C'est vrai que je pense que c'est ça qui a dû frapper les esprits. Moi, en le lisant, il y a des trucs qui restent. Il y a une mythologie d'Internet. Cette mythologie d'Internet, il faut être lucide là-dessus. Quand on regarde comment nous avons collectivement réagi à Internet, certains ont en fait, dès le départ, un terrible danger. Enfin, quand on regarde les journaux télévisés du 20h, 95, 2000, c'est vraiment l'apocalypse qui arrive. Il y a une phase, je dirais, paranoïaque, assez ahurissante, phase dans laquelle j'ai constaté qu'ils développaient des entreprises était assez extraordinaire, assez drôle. Et puis ensuite, il y a une phase qui est la chute de la bulle, l'effondrement de cette bulle spéculative, qui n'était pas vraiment une bulle spéculative. En fait, c'était une anticipation de valorisation future, puisqu'aujourd'hui, on est sur des valeurs qui sont supérieures à celles de ce moment-là. Là où l'Internet devient un gros mot, c'est-à-dire que Internet, c'était fini, et d'ailleurs, tous les autres disent, ben voilà, je vous avais bien dit que c'était vraiment, etc. Et puis Internet, vers 2004, 2005, 2003, disons, a commencé à repartir, et là, on est entré dans une phase bisounours, absolument extraordinaire, où c'était génial, et une phase de sidération, une phase, je dirais, hérisson devant les phares de voiture, en disant ça brille, ça fonce vers moi, ça doit être formidable. Là, vous faites aussi une autre analogie assez marrante qui est, dans les années 60, on trouvait ça cool de fumer une clope, c'était avant les premières radios du poumon, et aujourd'hui on est super content d'être sur Facebook et on n'a pas encore pris ce qu'on allait prendre. Parce que la data est collectée. Que ce soit Facebook ou de nombreux autres. Il y a une terrifiante logique qui a été que nous avons eu sur le réseau que des réactions affectives successives. Il n'y a pas eu de lucidité sur le réseau. Et la mythologie de la start-up, pour moi, est une mythologie qui m'a choqué. Parce que j'ai vu que la réaction de pays très avancés, très évolués, était de dire « Ah ben voilà, pour résoudre le problème de l'Internet, il faut avoir des startups. » Et c'est comme si on était au début de l'industrie automobile, et qu'au début de l'industrie automobile, imaginons qu'on n'en soit pas, et qu'on se dise, il faut trouver une solution. Alors il y a une réunion, et quelqu'un dit, oh, ben moi je vais faire des balais d'essuie-glace, l'autre des rétroviseurs, le troisième des housses de siège, et on verrait chaque année un ou une ministre, ou un ou une secrétaire d'État remettre la housse d'or du meilleur équipementier. Donc d'abord, on est entré dans le mythe libéral. Le mythe libéral, c'est de dire, alors les petits gars, je vais vous expliquer, tout le monde est égal, on a tous les mêmes armes en main, et on va jouer, et que le meilleur gagne, puisque c'est normal, on part tous avec les mêmes armes. En fait, non. Le jeu est profondément déséquilibré. Donc oui, il y a cette dynamique libérale vers laquelle il faut tendre, mais probablement en ayant un certain nombre de correcteurs, et surtout avec énormément de lucidité. Et la lucidité première, c'est de se rendre compte qu'il y a aux États-Unis un complexe militaro-numérique, qui, bien sûr, il y a des conflits entre eux, bien sûr, les gens se détestent, bien sûr, ils tapent dessus, mais au final, il y a une collusion, une cohésion d'intérêts. Et quand l'Internet arrive en France, et je l'ai vraiment vécu, je dirais, historiquement vécu, c'est arrivé comme une sorte de liseron. Donc, il y a le grand chêne de la nation, qui est là, depuis longtemps. Puis il y a une sorte de liseron qui pousse. Il y a des gens qui amènent leur machine portable, et qui se connectent, comme ça. Il y a une sorte de pénétration, en fait, vraiment parasitaire par rapport au système. Et l'Internet, dès le départ, est vécu comme étant une sorte de truc américain, bizarre, sur lequel il n'y a pas de contrôle, c'est vécu comme un corps étranger. Et progressivement, il y a une sorte de révélation
où on s'aperçoit que le liseron, en fait, commence à avoir une épaisseur de tige équivalente à celle d'un baobab, et que le chêne, soudain, a l'air un peu plus petit en parallèle. Et donc, on est dans cette logique où d'un Internet qui est natif de la culture d'État américaine, et un Internet qui est exogène de la culture d'État en France, et de la plupart des pays d'Europe d'ailleurs, et de la plupart des pays dans le monde entier, dans la même rationalité. Que d'autre part, dans notre culture capitalistique, notre terreau capitalistique de développement des entreprises. La culture en France, et dans un certain nombre de pays, est une culture où on se sécurise avec le passé. C'est-à-dire, procurez-moi des résultats qui sont récurrents et réguliers, et on va faire un multiple de vos résultats et on va créer votre valeur. Bon. On est dans d'autres pays sur une logique, amenez-moi un rêve, et s'il est assez grand, peut-être j'en ferai quelque chose. Bon. Et si vous êtes planté 3 fois, bon, bah, c'est peut-être le signe que maintenant vous savez comment réussir. Bon. Ici, on est sur des cultures qui sont différentes, qui sont plus fermées, qui sont plus dures. C'est plus dur de réussir. En tous les cas, au démarrage. Donc, par conséquent, il n'y a pas eu ni le terreau, ni la culture d'État. Bon. Vous parliez de Facebook. Facebook, avant d'avoir un modèle économique avec une perspective de rentabilité, avait brûlé plus d'1 milliard de dollars. Bon, 1 milliard de dollars, 750 millions d'euros. Qui brûle ici, sans business plan, 750 millions d'euros? Bah, pas grand monde. Bon, pas grand monde, puisque là, on se réjouit d'une levée de fonds d'1 million d'euros, comme si on avait touché la terre promise. Bon. On est sur des logiques qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas accompagné, voilà, beaucoup d'entreprises sont passées à côté, alors qu'en effet, il y avait des noyaux de ce que j'ai appelé les réseaux logiciels, c'est-à-dire ces réseaux de services. On a eu plusieurs noyaux émergents. Comme quoi, Exalid. Je prends la société Exalid, c'est un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche qui a eu, à un moment donné, un algorithme, et je l'ai testé. Parce qu'on a 30 millions de blogs, on a à peu près 2,5 millions de contributions quotidiennes, on a des terras et des téraoctets de données. Il nous fallait, nous, pouvoir faire un moteur de recherche pour les utilisateurs dans cette masse de données. Google proposait des boîtes noires avec on ne voyait pas vraiment ce qui se passait. Ça, c'était pas génial, la solution Google. On a pris la solution Exalid, qui était bien meilleure. Bon, et on a bien vu que techniquement, il y a eu un moment où il y a eu un moteur de recherche en France qui était plus performant. On l'a testé sur nos propres données, mais vraiment en grandeur nature. Donc, c'était maintenant il y a une dizaine d'années. Donc, il y a eu certains moments des possibilités, c'est-à-dire d'avoir un service, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Bon, ça ne s'est pas fait. C'est comme ça. Maintenant, on est peut-être dans une autre étape où tout ce qui a été handicap à une période peut devenir atout dans une autre. Je pense qu'il ne faut pas avoir ni chagrin ni regret de ce qui s'est passé, qu'il y a eu des occasions manquées. On a une culture d'État, on a une culture de développement d'entreprise qui n'est pas la même. Bon, elle a d'extraordinaires avantages, elle a aussi des inconvénients. Le fait qu'on ait pris Internet comme ça, de côté, de pied, est certainement quelque chose qui aujourd'hui se paye très cher. Et vous parlez donc des réseaux logiciels, qui sont des espèces de réseaux, de logiciels, depuis l'interface jusqu'au logiciel, jusqu'au réseau, moteur de recherche, qui fonctionnent avec... la valeur vient en fait d'algorithmes qui sont capables de trier énormément de données. Et vous dites justement que, encore une analogie intéressante, et c'est justement, je crois, celle-ci qui a été reprise par Arnaud Montebourg, c'était l'analogie de l'Inde et du coton, où Gandhi, en 1920, dit, écoutez, c'est dommage, chers Indiens, que nos filatures n'existent plus, que finalement on produit la matière première, elle se fait transformer en Angleterre, et la valeur ajoutée donc, se fait à ce moment-là, et puis nous, on est obligé d'acheter ces choses-là et on perd la valeur ajoutée. Ce que vous dites, c'est que la valeur ajoutée aujourd'hui, elle est dans ces données, que c'est ces données qui sont vraiment générateurs de valeur, et que nous, on est une sorte en Europe, on est une sorte de minerai finalement, où on vient puiser de la valeur, on vient puiser de la donnée, de la vie des gens, pour pouvoir ensuite la monétiser. Les sociétés qui la monétisent sont des sociétés américaines essentiellement, comme Google, Facebook, Amazon, Apple,
qui sont arrivés par différents endroits, certains par une device, certains par un moteur de recherche, d'autres par un réseau social, et qui finalement sont tout en guerre, puisque ce que vous expliquez aussi, c'est que ce réseau logiciel, il est nécessairement impérialiste, enfin, il en restera qu'un. Ils sont en tout cas... Je dis que ce sont des royaumes combattants, oui, tout à fait. Voilà, ils sont combattants. Nous, on n'en a pas en Europe. On se fait aspirer toutes nos données, ce qui pose des problèmes donc, de vie privée, et qui pose aussi des problèmes, vous parlez d'oubli, et qui pose aussi des problèmes de souveraineté. Je suis rentré il y a quelques jours de Russie, et j'ai discuté un peu avec des gens là-bas qui sont un petit peu intégrés, impliqués dans ce qui se passe sur Internet. La Douma est en train d'examiner une loi qui force tous les services étrangers à stocker leurs données sur les citoyens russes. Je crois qu'elle a été votée, j'ai vu qu'elle avait été votée. Ah ouais? La loi de localisation des serveurs a été votée. Et après, j'ai vu, elle va être validée par la Chambre haute apparemment, mais en tout cas, est-ce que c'est une mesure que vous trouvez bonne? Est-ce que c'est ce genre de mesure qu'on devrait appliquer en France? L'Inde est géographiquement un grand producteur de coton. Et il y avait autour de Bombay une extraordinaire production de coton au XIXe siècle, notamment par l'adoption par les Indiens des métiers à tisser mécaniques qui se développaient à ce moment-là. Quand la Compagnie des Indes, qui c'est donc une société privée avec 10 000 soldats, a décidé d'entreprendre la conquête des Indes, quand ils sont arrivés à Bombay, en fait, ils ont coupé les mains des tisserands. Ils ont détruit un certain nombre de machines, ils ont emporté d'autres pour les aller dans le Lancashire, qui est une région de Grande-Bretagne où il y a beaucoup de cours d'eau, donc ça permettait d'avoir l'énergie pour faire ça. Et donc les Indiennes ont disparu pour devenir des cotonnades anglaises, et donc ce que faisait l'Angleterre à ce moment-là, en effet, elle importait le coton brut pour réexporter les données. Enfin les Indiennes, mais c'est à peu près la même chose. C'était une production agricole et c'était la première production agricole de l'Inde. Quand Gandhi a décidé de s'occuper de souveraineté textile, c'est la première chose qu'il a fait, c'est d'ailleurs sur le drapeau indien, c'est de dire récupérons en fait la faculté par nous-mêmes d'être notre propre centre de gravité pour la manufacture du coton, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est le troisième producteur de coton. Absolument. Et puis avec une production massive de coton. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous exportons des données et nous réimportons des services qui les intègrent. Donc on est exactement dans la même logique. On a une matière brute qui est générée, je dirais, pas comme le coton pousse, mais quasiment, puisque c'est une trace électronique. Donc ce sont des informations qui sont récoltables. Bon. Donc ces informations-là sont récoltées et nous reviennent sous forme de services qui sont d'ailleurs très utiles et formidables. Parce qu'il y a un point qui est quand même à préciser, c'est que la souveraineté numérique n'est pas un nationalisme, au sens qu'il ne s'agit pas, c'est pour ça que je reviendrai sur la question sur la Douma et tout ça, ce n'est pas un nationalisme, donc il ne s'agit pas de dire la France, etc., etc. Il s'agit de défendre des libertés individuelles, et donc ça s'adresse aussi bien aux Français qu'aux Allemands, qu'aux Danois, qu'à tout le monde, aux Camerounais, et à n'importe quel citoyen du monde, c'est la défense des libertés individuelles, donc ce n'est pas un nationalisme. Ce n'est pas anti-Internet, au sens que ce n'est pas une idée de dire finalement Internet c'est mal et rentrer dans ces logiques parano-djihadistes. Au contraire, Internet c'est, je dirais, la prochaine étape de toutes nos sociétés, de toutes nos vies. Et donc, par conséquent, il y a une source d'opportunité qui est phénoménale. Donc, c'est pro-Internet, au contraire. Ce n'est pas un archaïsme, c'est-à-dire la frontière n'est pas un archaïsme. La réglementation n'est pas un archaïsme, le droit n'est pas un archaïsme, ce sont au contraire des outils modernes d'appui de souveraineté. Et enfin, ce n'est pas un anti-américanisme, au sens que, quand vous lisez mon livre, et merci de l'avoir lu avec soin comme je le vois, j'ai jamais dit oh, l'impérialisme américain, ça doit être américain, ça. Puisque d'abord je pense qu'à leur place on aurait fait la même chose, c'est la première chose, et qu'en second lieu, je dirais c'est plutôt nos faiblesses que je critique que leur puissance, puisque je pense qu'ils sont dans une logique naturelle d'expansion, comme devrait être toute nation. Ce qui m'amène ensuite au réseau logiciel. Qu'est-ce que le réseau logiciel? Il y a une loi en informatique qui s'appelle la loi de Metcalfe qui dit que la valeur, au sens de le levier de création, donc le levier de productivité d'une machine, est proportionnel au carré
du nombre de machines auxquelles elle est connectée. Donc vous avez 10 machines, ça fait 10 au carré, ça fait 100, vous rajoutez une 11e machine, ça fait 121, vous avez avec une machine rajoutée 21% de croissance. Je ne sais pas, certains d'entre vous ont peut-être un livret A et un smartphone. Bon, bah, la valeur de votre livret A est assez stagnante alors que celle de votre smartphone est en explosion. Dans nos poches, il y a des centaines de milliers d'objets qui se connectent au réseau chaque jour, donc c'est une explosion de valeur. Donc cette valeur, elle était connue pour les machines, elle était connue pour les réseaux, mais très vite les documents l'ont expérimenté, c'est le web, la valeur de chaque document a explosé, c'est valable pour les personnes, les réseaux sociaux ont fait exploser la capacité d'émancipation et de connexion des individus, mais on s'est aperçu, et un peu tard, je dirais, parce que ce n'était pas prévu au départ, que c'était valable pour les services. Quand vous avez 10 services qui sont connectés, vous avez en fait une puissance 100 pour chacun. Donc imaginez, vous avez une carte qui est connectée à un agenda, qui est connectée à un moteur de recherche, qui est connectée au trafic, qui est connectée à un répertoire, etc. Et vous arrivez avec la meilleure appli de carte que vous avez fait, béni par tout le monde, etc., avec les rayons laser qui ont mesuré les clochers, etc., vous n'avez aucune chance, en fait, par rapport à un réseau. Donc il y a une asymétrie exponentielle qui se crée entre le réseau de services et l'application isolée. D'où la problématique des startups, qui est de dire nous sommes dans une logique des années 90, dans un monde où il y a déjà des réseaux logiciels. Ce réseau logiciel, quand il crée cette puissance, il se rend compte très vite d'une seconde chose, c'est les données. Alors, pourquoi les données ont-elles de la valeur? Les données ont de la valeur parce qu'il faut reprendre la définition de Claude Shannon, qui dit qu'est-ce que l'information? Claude Shannon dit l'information, c'est ce qui réduit l'incertitude. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'incertitude au XXe siècle? Comment on a résolu le problème de l'incertitude? Par le gaspillage. Un journal, par exemple, ça paraîtra fou, cette histoire des journaux et des MPP. Je pense que les gens qui diront, non mais, non, mais si. Vous allez vendre un journal, il y a 37 000 ou 40 000 points de vente, vous ne savez pas qui va l'acheter, vraiment. Mais vous en mettez 100 000, 150 000, vous allez en vendre peut-être la moitié, et le reste, voilà. Donc vous réduisez l'incertitude par une forêt. Bon. Et vous regardez grosso modo que 50% de la nourriture est gaspillée, 20% de l'eau potable, à peu près, quand on regarde sur une entreprise, on dit la moitié de son budget publicitaire, à peu près 20 à 30% de ses ressources sont gaspillées. Au XXe siècle, on a résolu l'incertitude par le gaspillage. Aujourd'hui, une prise de conscience, la rareté des ressources, nous amène à pouvoir raisonner autrement, en tout cas à vouloir une alternative, et les données nous l'amènent parce qu'on remplace en fait le gaspillage par l'information. À la limite, je pourrais donner un exemplaire de journal uniquement à la personne qui le voudrait, tout en sachant que tiens, cette personne-là, elle va vouloir acheter l'opinion, elle va vouloir acheter Libération, pour telle et telle raison que je connais. Donc l'information, c'est un capital extraordinaire parce que c'est quasiment, peut-être, au moins, je dirais, entre 15 et 20% de notre PNB qui est consacré à ça. Donc c'est une puissance phénoménale de transformer cette valeur. Et si vous gardez les 3/4 de cette valeur, déjà les gens sont contents d'avoir 5 ou 6% d'amélioration. Ça c'est la valeur de la donnée. Ça réduit le gaspillage. Bon. Et la deuxième chose, c'est que la loi de Metcalfe s'applique aux données. C'est-à-dire que par exemple vous achetez une poussette. Vous dites bon je m'en fous, j'ai acheté une poussette, je rachète une poussette, etc. Bon je vais avoir un peu de publicité pour tel ou tel produit, des laits vitaminés, etc. Et donc, cette information-là, elle a de la valeur, elle vaut pour tous ceux qui vendent des produits pour l'enfant de 6 mois à 3 ans. Maintenant, vous allez acheter cette poussette pour une voisine, pour lui faire un cadeau. Donc, cette information ne vaut rien, et vous allez en fait la faire du gaspillage, tout en pensant être ciblé et en payant très très cher un contact gaspillé. Donc, en fait, la valeur d'une information, elle est liée au nombre d'informations qu'elle est connectée. Donc, la loi de Metcalfe s'applique aux informations. Donc, vous avez une asymétrie qui est sur le réseau de services. Ensuite, le réseau de données qui est constitué. Et de surcroît, il va se déployer sur tout le territoire. Quand vous faites une requête sur un moteur de recherche, vous avez 65 000 résultats en 0,03 secondes. Ce n'est pas simplement l'algorithme, c'est des fermes de serveurs réparties, c'est des fibres optiques, c'est des câbles sous-marins, c'est des infrastructures propres. Donc vous entrez dans les infrastructures, vous avez fait les services, vous rentrez dans les infrastructures. Ensuite, vous allez aller sur une plateforme vidéo et vous vous rendez compte que sur cette plateforme vidéo-là, c'est toujours en HD, c'est toujours super, c'est toujours immédiat, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des serveurs de cache à peu près partout, y compris dans les réseaux télécoms traditionnels, surtout en Grande-Bretagne, moins en France, mais beaucoup, qui font que vous avez en fait, vous voyez peut-être un terme péjoratif, mais en tous les cas, infesté aussi, mais en tout cas vous êtes présent dans tous les réseaux télécoms. Ensuite, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous vous rendez compte que vous êtes toujours vulnérable, parce que vous pouvez être sur le système d'exploitation de quelqu'un d'autre. Or, le système d'exploitation de quelqu'un d'autre, vous faites la plus belle carte du monde, le système d'exploitation dit que les données GPS,
bah, c'est avec un quart d'heure de retard. Voilà. Bon. Et bien à ce moment-là, tout votre système, toute votre logique s'effondre. Donc il faut rentrer dans le système d'exploitation. Ensuite, vous pouvez avoir un fabricant de terminaux qui utilise votre système d'exploitation, mais le type se prend à vouloir faire son propre système d'exploitation. Mais t'es fou. Il faut absolument faire des terminaux pour lui mettre la pression à fond. Et donc vous vous retrouvez avec une logique qui va du terminal jusqu'au service, et vous avez un ensemble que j'appelle le réseau logiciel. Et ça c'est très important parce qu'on parlait de la Compagnie des Indes tout à l'heure. La Compagnie des Indes, ça a été une vraie révolution, parce que les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une personne morale? Avant, il n'y avait pas de personne morale. Il y avait des individus qui prenaient des risques, il y avait des associations d'individus, mais quand les individus se dispersaient, l'association était finie. Et là, vous avez quelque chose qui vit, même si on change les actionnaires. Et si vous prenez les 100 premiers chiffres d'affaires et collecte fiscale au monde. Collecte fiscale, c'est toutes les taxes recueillies par un pays, et les chiffres d'affaires, vous savez bien ce que c'est. Sur les 100 premiers, vous avez 30 pays et 70 entreprises. Donc aujourd'hui, la forme qui a explosé à partir du XVIIe siècle, la personne morale, est devenue la forme économique dominante, jusqu'à faire 2/3 des 100 premiers chiffres d'affaires ou de récolte de taxes au monde. Bon, la nouvelle forme morale qui explose aujourd'hui, c'est le réseau logiciel. Et cette forme morale, cette personne morale, puisque morale est le mot, puisqu'elle ne doit pas faire le mal, c'est écrit dans le statut de certains, bon, cette personne morale-là, elle arrive avec une puissance, personne ne sait quoi faire par rapport à ça, comme personne ne savait quoi faire vis-à-vis des personnes morales. La surprise, avant vous n'aviez pas, quand quelqu'un mourait, il y avait un impôt sur les successions, et seule l'Église échappait à l'impôt sur les successions, qui s'appelait la main morte. Bon, eh bien, ça, la personne morale, elle est éternelle, elle ne paye jamais l'impôt sur les successions. Donc son patrimoine s'accroît sans cesse, alors que celui des individus ne cesse de s'amenuiser. Donc on est dans des logiques qui sont des logiques extrêmement brutales, sur lesquelles vous allez dire soudain, on va dire, tiens, mais pourquoi les taxis, les hôteliers, et finalement des gens qui sont dans la vente à distance, finalement tous les métiers se retrouvent avec le même ennemi. Comment, lorsque vous êtes une organisation gouvernementale qui est organisée par filière, par ministère et par administration, vous répondez à une transversalité? La transversalité, vous la voyez comme un point, parce que vous êtes là, vous vous occupez du tourisme. Et traverse ce truc, ben, vous voyez comme un point, c'est-à-dire que vous ne voyez que l'intersection. Donc il y a aujourd'hui une réaction à une somme d'intersections sans jamais que la transversalité soit abordée. Donc ça c'est le réseau logiciel, ça c'est la logique qui est à l'œuvre, et c'est face à cette logique-là où on se trouve face en fait à des sociétés. Quand vous prenez la capitalisation boursière des réseaux logiciels américains, vous êtes à 1000, au-dessus, entre 1000 et 1300 milliards de dollars. Bon. Que faut-il faire pour justifier de cette valeur? Il faut sortir 100 milliards de dollars de résultats, à peu près selon les ratios. 100 milliards de dollars de résultats. Sur ces 100 milliards de dollars de résultats, ce sont des résultats annuels, il faut en prendre une certaine partie aux États-Unis. Mais les États-Unis ne peuvent pas porter ces 100 milliards-là, c'est trop. Donc il va falloir porter une partie sur l'Europe. On s'aperçoit que sur l'Europe, ça équivaut, la part qui serait prise sur l'Europe équivaut probablement à 15, 20, 30% du CAC 40, de la valeur du CAC 40. Donc on est face à des logiques qui ont une puissance financière et un appétit qui est considérable. Donc c'est ça la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Et ce que j'ai voulu par le livre, en fait, c'est donner une grille de lecture. Les gens disent, tiens, ah, j'adore mon moteur de recherche. Tiens, il vient de racheter une société de thermostat. Ah bon, ben d'accord, c'est Darty. Le mec fait Darty. Okay. Tiens, il a racheté une société de drones. Ah, bah, le mec aime l'avion. Hein. Bon, okay. Tiens, il a acheté une société de robots. Et on s'aperçoit bien que c'est la même chose. C'était de séquençage ADN. Oui, alors après ça, j'entre dans le domaine médical. Ce que je pense, c'est que pour la principale d'entre elles, cette brillante société Google, l'Internet n'est qu'un département. Demain, ça sera essentiellement une société de biologie et de biotechnologie. Mais toujours est-il que voilà le contexte qu'on a affronté, et on est très démunis face à ce contexte. Parce que on ne sait pas quoi faire avec cette forme morale. Mais regardez toute l'histoire de l'affrontement des États et des entreprises. Comment réagir à une entreprise multinationale? De quel droit? Comment réagir à son jeu de bonne taux fiscal? Là, vous dites aussi que ces grosses entreprises américaines payent quelque chose comme 37 millions d'impôts seulement
après, elle a fait quand même une maison de la culture. Je pondère un peu votre propos, donc je sens qu'il y a un sens de reproche par le fait qu'il y a quand même des activités culturelles que je pense que bientôt ils ouvriront des dispensaires compte tenu des effets de leur présence sur le territoire. Là, vous parlez de la dialectique multinationale contre l'État. Vous avez dit tout à l'heure que l'État américain et l'univers industriel, l'univers économique sont liés, enfin que l'armée et la production économique sont liées. C'est moins le cas ici. Quels sont les pays aujourd'hui qui s'en sortent, qui proposent des choses intéressantes face à l'impérialisme de ce réseau logiciel américain? Quels sont les pays qui arrivent encore à défendre une certaine souveraineté? Est-ce que d'ailleurs la Russie en fait partie? Est-ce que, et j'en profite, est-ce que cette histoire de la localisation des données, Donc, à mon sens, il y a 3 internets. Il y a un premier internet qui est effectivement un internet où le réseau et l'État sont dans une alliance organique avec une projection vers l'extérieur de ces dynamiques de réseau dans des sociétés qui sont en général qui sont des sociétés démocratiques et qui sont sur une logique mercantile, c'est-à-dire que quand on regarde le droit des données et le droit des citoyens, et on voit le combat des associations civiques aux États-Unis, on a quand même un centre de gravité plutôt vers le commerce que vers les libertés individuelles. Bon, ça, cette logique à la fois mercantile, de croissance mondiale et de fusion entre le réseau et l'État, c'est le premier Internet, et il y a 2 pays qui sont représentatifs de ça, c'est bien sûr les États-Unis d'Amérique du Nord et la Corée du Sud. Puisque la Corée du Sud, il ne faut pas l'oublier, est un pays qui, bon déjà il y a Samsung, mais c'est un pays qui a une logique de service, qui a une logique de système d'exploitation. Vous avez Tizen, que Samsung vient de lancer, donc il y a cette volonté de présence et de compréhension, et qui vont vers le réseau logiciel, très fortement. Vous avez ces 2 pays qui sont alors on peut toujours être critique, mais enfin qui sont grosso modo des démocraties et qui sont ouvertes dans des logiques mercantiles, ouvertes vers l'extérieur et poussent des réseaux logiciels. Ça c'est le premier Internet. Vous avez le deuxième Internet qui lui aussi a fait la fusion entre l'État et le réseau, mais a considéré qu'il se membranait. C'est-à-dire que c'est pas une grande muraille, c'est une membrane. Alors la membrane, en fait, elle ne ferme pas, elle filtre. Bon, et elle expulse aussi un certain nombre de choses. Mais il y a cette notion de filtrage. Donc vous avez en fait une serre, un Internet filtré. Ce filtrage et cette membrane, elle est fondée sur la répression des libertés individuelles et les atteintes et la censure et les atteintes à la liberté d'expression, les atteintes à des droits économiques, un certain nombre de droits et aux droits civiques les plus fondamentaux. Et ça vous permet en serre de développer des géants sur un marché intérieur important pour les lancer ensuite dans une conquête de réseau logiciel mondial, mais vous pouvez le faire au départ que sous serre. Parce que vous vous rendez bien compte que déjà vous avez des raisons politiques d'avoir un Internet filtré, et deuxièmement, vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas les ressources pour faire autrement. Donc ça, c'est en effet la Chine et la Russie. La Russie, vous avez des entreprises aussi qui sont significatives, des contacts et d'autres, etc., qui existent. L'accord de Contact a quitté la Russie. Oui. Parce que l'État russe lui demandait en fait de fournir tout le nom des manifestants ukrainiens du groupe Maïdan, je ne sais quoi, et il a dit je ne peux pas fournir le nom de ces gens qui ne sont pas russes, vous n'avez pas le droit de me demander ces noms. Il a résisté, on lui a dit que voilà, il est parti. Donc on voit bien qu'on est dans des logiques où il y a une logique vraiment de contrôle et je dirais que la Russie s'y met un peu tard, puisque elle a exprimé sa puissance Internet au travers de ses intérêts économiques oligarchiques, mais maintenant ça devient vraiment l'État qui devient central. Et puis il y a le troisième Internet. Le troisième Internet, c'est celui où je dirais la fusion entre l'État et le réseau n'a pas eu lieu, où ils mettent chacun une vie séparée, où on fait des startups, et qu'est-ce qu'on fait? On réunit les taxis pour leur proposer des trucs,
Il y a un certain nombre de choses qui sont faites, mais on n'est pas dans des logiques, je dirais, d'intégration. Donc on a une intégration ouverte et mercantile, on a une intégration fermée, mais avec ces extensions qui vont arriver demain, et puis nous on n'a rien, c'est ouvert. En fait, c'est ce que j'avais appelé la stratégie de défense du buffet du club méditerranéen. Dans cette logique-là, les États-Unis, compte tenu des valorisations des entreprises, ont impérieusement besoin qu'on soit leur arrière-cour en termes de gisements et de minerais, et on est dans cette logique très affaiblie, dans lequel je mettrais le Japon, alors l'Europe bien sûr, mais aussi le Japon, et le Japon de manière très étonnante, puisque le Japon, c'est la grande nation de l'électronique, qui est, en dehors de la PlayStation que nous aimons tous, a eu du mal à prendre le virage numérique. Et puis c'est bien entendu le Mexique, c'est toute l'Amérique du Sud, l'essentiel des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Bon. Et donc on a une sorte de reste du monde, en fait, qui lui, pour l'instant, est un peu à tâtons. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est une chance formidable qui nous est donnée, qu'on n'ait pas d'acteurs aujourd'hui dominants qui appuient sur les libertés publiques avec ses intérêts économiques. Finalement, le terrible handicap qu'on a aujourd'hui peut devenir un atout, puisqu'on peut réinventer l'Internet libre et ouvert. Je pense que c'est une bonne idée. C'est de dire, nous avons aujourd'hui, le web est en train de disparaître. Vous avez le fax, le Minitel et bientôt le web. Bon, vous avez le Telex aussi un peu. Donc, que se passe-t-il? Aujourd'hui, vous êtes un éditeur de médias. Avant, vous allez sur le web. Donc c'est génial, vous vous mettez sur le web, vous avez toutes vos informations en temps réel, vous passez par des logiciels libres pour la plupart du temps, c'est LAMP, etc. Vous faites vos trucs, personne ne vous arrête, personne ne vous emmerde, vous êtes tranquille. Bon. Puis soudain on vous dit, mais oui, mais tu sais, tu devrais faire une appli. Ah, une appli? Ouais, c'est vachement important de faire une appli. Bon, je vais faire une appli. Je fais une appli. Il faut la soumettre. Ben non, moi je fais des sites internet, je les fous en ligne et puis basta quoi. Ah non, il faut la soumettre. Et il y a des conditions générales. Ah bon? C'est quoi les conditions? Ben, il ne faut pas de cul. Ah non, ben non, c'est un problème pour notre boîte. Comment on va faire? Ben je sais pas, j'essaie de faire sans cul. Ben ça sera vide. Bon. Donc, ça peut être retiré à n'importe quel moment. Est-ce que tu as lu le contrat? Tu as vu qu'il y a écrit un truc en majuscule dans le contrat à la fin? C'est quoi? Ben, il est écrit que celui avec qui tu signes se réserve la possibilité de modifier les conditions de ce contrat sans t'en informer, que tu en es déjà d'accord. Ah oui, d'accord. Ah ben, I agree, hein, I accept, aïe aïe aïe. On est entré dans ces logiques-là, qui sont des logiques de précarité. Hein, nous sommes les intermittents des applis, nous tous. Dans des logiques de soumission et de perte de souveraineté. Alors, c'est quoi la perte de souveraineté? La perte de souveraineté, elle peut être culturelle. Ça a été résolu, mais ça a été un problème à un moment donné. Vous connaissez cet ouvrage pornographique célèbre qui est Choupi. Choupi, c'est un petit personnage donc, qui est Choupi à une petite sœur. Bon. Choupi pique-nique. Choupi pique-nique. L'algorithme dit « Ah non, c'est français, ça, vraiment. Et vraiment, c'est sale. » Enlève de la plateforme Choupi. L'éditeur arrive en disant « Ah, Choupi, regarde, quand même. » Bon. L'algorithme dit « Non, je ne peux pas faire d'exception. C'est pas possible. Je suis un algorithme, je suis neutre. » Ah d'accord, ok. Donc, je suis neutre comme... Voilà. Bon, donc on va faire Choupi pique 3 étoiles. Bon, c'est bien quand on a des gamins, on dit voilà. Alors, donc voilà, je vais t'apprendre à lire. Alors que ça veut dire 3 étoiles, ça veut dire nique. C'est parti, hein. Ça c'est l'éducation. Bon, donc c'est un sujet, c'est banal, c'est grave. Puisque, en fait, la liberté d'expression, la défense d'une culture, la défense, je dirais, la sexophobie pathologique de nos amis américains, leur goût de la violence est extraordinaire. Tout ça finalement nous imprègne petit à petit. Et donc par conséquent, on est dans une dérive et c'est là où on voit que l'Internet se referme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Internet, c'est par des terminaux connectés où il faut passer par les fourches d'un système d'exploitation qui filtre ou non les données. C'est-à-dire peut soudain ne plus me donner accès à des résultats GPS. Moi j'étais très intéressé, je voyais, vous avez justement un compte Facebook, et vous publiez des photos, voilà, et puis vos photos
elles sont dans votre pellicule photo, mais de temps en temps, vous les mettez sur Facebook. Facebook a bien envie d'aller les chercher, mais vous le repoussez comme ça. Bon, toutes les 6 semaines, il faut le repousser un peu comme ça, mais bon. Et puis un jour, vous avez Google+, et toutes vos photos vont immédiatement sur Google+. Vous n'êtes pas obligé de publier, mais elles y sont déjà. Bon. Donc, qui contrôle le système d'exploitation, contrôle la couche du dessus, etc. Et donc, on est dans une logique aujourd'hui où l'Internet est en train de se refermer. Donc, par rapport à cette fermeture d'Internet, elle me semble être gravement attentatoire aux libertés. Donc, pour remédier à cet attentat aux libertés, je pense qu'il faut avoir un OS souverain. Donc, voilà. Et je pense qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Et je pense que c'est en se fondant sur nos libertés et sur les libertés publiques qu'on peut relancer avec nos économies. On fait un quart du PNB mondial, l'Europe, on peut relancer l'Internet ouvert et libre, et le coup d'après des réseaux logiciels actuels. Est-ce que l'Europe, c'est la bonne zone pour développer son réseau logiciel? Est-ce que le réseau logiciel doit être européen ou doit être français? Alors, à Bruxelles... Il y a des intérêts stratégiques, et on le voit aujourd'hui. Il y a des intérêts divergents. Il y a des gens divers. Bruxelles, vous avez à peu près 20 000 influenceurs en français lobbyistes. Vous en avez à peu près 400, entre 200 et 400, qui travaillent pour le premier moteur de recherche. Google et ce grand réseau logiciel. La probabilité que vous arriviez avec un texte et qu'il ressorte en état de nuire à ces influenceurs et en tous les cas à leurs clients est quasi nulle. Donc à mon avis, le point de départ n'est pas l'Europe. D'ailleurs, le point de départ d'une grande idée n'est jamais très rarement une commission. Le point de départ, à mon sens, est national, c'est-à-dire c'est une prise de conscience d'un État, ça peut être l'État allemand, ça peut être l'État français, d'une situation de mise en péril des libertés publiques, hein, de non-assistance à citoyens en danger. Bon, ça c'est la situation actuelle. De tenter de remédier à cette situation et ensuite de trouver une ou deux alliances. Nous pouvons trouver une alliance avec l'Allemagne sur ces sujets. Et partager le même réseau logiciel? Oui, bien sûr. C'est là où c'est pas un nationalisme. C'est-à-dire qu'on est dans une logique qui dit quoi? Nous devons associer deux choses très difficiles à associer, qui est l'État. Historiquement, l'État est l'ennemi des libertaires. Enfin, évidemment, le libertaire, c'est le monde-État, etc. Donc, historiquement, il y a un conflit entre la structure collective, le pouvoir d'État, la violence d'État, ce que représente comme État comme privation de souveraineté individuelle, et une logique très autonome, une logique de pirate, de butin, de flibustier, etc., qui regarde toujours l'État comme étant l'adversaire, et qu'à la limite préférera un État lointain qu'un État proche. Bon. Il y a cette logique-là, et dans cette logique-là, on retrouve un certain nombre de gens qui, en informatique, sont extraordinairement ingénieux et terriblement méfiants des structures d'État. Et souvent avec raison. Bon. Et de l'autre côté, on a quand même ces grandes puissances publiques qui sont là. Et je pense que là où il faut réussir paradoxalement à faire une nouvelle alliance, je me souviens la première fois, on m'a dit tiens, on va travailler avec un logiciel libre. Je dis ah bon, est-ce que je dois le payer? Non. Ah bon, c'est gratuit. Mais comment les mecs vivent? Toutes les questions habituelles du zozo, etc. J'ai toutes les questions que je vous ai posées. Bon. Et j'ai eu des réponses tout à fait intéressantes. Et à un moment donné, notre équipe de développeurs, extraordinairement brillante, trouve une petite idée. Et j'ai dit, waouh, on va la déposer, l'idée absolument géniale. Et bien, il me dit, bah non, on va la rendre. Je dis, bah, on est fou là. Bah non, parce que souviens-toi, c'était gratuit au départ. Bon. Et donc, il y a des logiques collaboratives qui ont été imaginées, il y a des logiques collaboratives qui ont été inventées, qui sont sources d'une telle richesse qu'il faut absolument les considérer comme le noyau du futur. Mais en même temps, est-ce qu'on peut se priver de la puissance publique? Est-ce qu'on peut se priver de logique d'État sur lequel, par le droit de vote, on peut avoir une action démocratique? À mon avis, les gagnants du système sont ceux qui vont réussir à marier les deux. Ceux qui vont dire, ben voilà, nous on a des acteurs patriotes, on va dire ça comme ça. Bon. Si on réussit à marier les deux, je pense qu'on a une porte de sortie, sinon, ben, je pense qu'on est très démunis. Parce qu'on pourrait imaginer une espèce de frontière finalement de plus en plus floue entre le fonctionnaire, en fait on pourrait tous être fonctionnaires au sens qu'on travaille pour l'État à un moment donné, et avoir une espèce d'incentive, soit fiscale, soit clairement par des paiements, si on a justement contribué disons, au bien commun, qui en l'occurrence n'est pas le bien commun de l'humanité, mais le bien commun déjà de son pays. Oui, vous avez raison, il y a toutes sortes de nouveaux modèles en tous les cas qui vont émerger. Je dirais les réseaux informatiques et les logiques d'algorithmes, c'est la moitié, enfin 47% des emplois à l'échelle de 20 ans qui vont disparaître du fait de
de ces réseaux. Donc forcément, il y a des nouvelles logiques qui vont s'inventer. 4 emplois détruits pour un emploi créé. Voilà, c'est pour ça que si vous êtes aux États-Unis et que vous vous rendez compte que vous avez une industrie informatique, c'est le slogan qu'ont sorti les Américains, c'est Digital Kill Jobs, pas simplement Steve, hein, mais les autres aussi. Donc si vous êtes dans cette logique-là de destruction, vous devez impérativement appuyer votre base sur le plus de marchés possible pour atténuer le choc. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont les réseaux sociaux et nous on a les plans sociaux. Mais on pourrait peut-être un jour être dans une logique un peu différente, qui est de dire, quand vous avez Uber par exemple, vous avez des ingénieurs qui travaillent chez Uber, mais ils sont payés par le fait qu'il y a des taxis dont la licence est dévalorisée ici. Alors ça ne veut pas dire que le système de licence des taxis est un bon système, mais ça veut dire que vous pouvez détruire de la valeur en un endroit pour en créer un autre. C'est là où Schumpeter, en fait, avait raison dans la banlieue de Vienne, mais pas forcément dans une logique mondialiste, où la destruction créatrice, aujourd'hui, elle est délocalisée. C'est pas la révolution industrielle traditionnelle. Tu détruis partout et tu crées juste là. Tu crées un endroit, ce qui fait des pics de valorisation absolument phénoménaux et des logiques d'enrichissement répondant de loi de puissance aux États-Unis notamment, et des appauvissements massifs ailleurs. Donc, en fait, quelles que soient les opinions politiques, on a un écosystème qui est un terme qui est peut-être moins chargé historiquement que nation, mais où il y a des grands équilibres qui tiennent et qui fondent à la fois la sécurité sociale, les retraites, l'école, le prix d'éducation, etc. Ce système-là, il y en a qui veulent l'amener dans un sens, d'autres dans un autre. Mais enfin, c'est quand même un bien commun. Ce bien commun, il est menacé parce que ce bien commun, il tient parce qu'il y a de l'argent. S'il n'y a plus d'argent, alors on est un des pays qui a dépensé un fric considérable pour continuer à vivre au XXe siècle alors qu'on était au XXIe. Ça s'appelle la dette. Bon. Mais il y a cette somme-là, tous ces financements, on a besoin de l'argent de nos réseaux logiciels pour financer les transitions, pour financer le maintien de notre système. On ne pourra pas vivre en disant les réseaux logiciels sont chez eux et nous, eh bien, on garde finalement que les coûts et les charges. Voilà. On comprend bien qu'il y a un enjeu justement économique ici, il y a un enjeu stratégique, un enjeu de souveraineté, il y a un enjeu aussi de liberté individuelle. C'est au fondement, je veux dire, la souveraineté, ce n'est qu'une collusion de liberté individuelle, c'est une liberté collective. Bon, voilà, c'est pour ça que quand j'ai employé l'expression de souveraineté numérique que j'ai voulu populariser, elle était marrante parce qu'elle était provocante. Parce que souveraineté, on voyait des figures politiques anciennes, certaines avec l'accent corse, qui arrivaient, bon voilà. Bon, et puis numérique, à l'époque le numérique c'était génial. Jadis, je disais c'est numérique. Bon, maintenant moi je présente un CD, que je peux appeler d'ailleurs un DCD, bon, je présente ce truc-là, bon, je dis bah oui, donc il y a du paléo numérique. Mais il fut un temps où le numérique c'était flashy. Bon, et donc souveraineté numérique, c'est l'obscure clarté, ça n'allait pas ensemble. Et je voulais donc faire cette démonstration et provoquer les esprits sur cette idée de dire, voilà, il y a quelque chose à faire sur les réseaux. Vous parlez d'Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg a eu un jour un projet de 6ème République. Il disait, voilà, il faut faire la 6ème République. Moi, je pense que la 6ème République, c'est un système d'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de novices sur les réseaux, et que la 6ème République, c'est un système d'exploitation. Vous vous souvenez de ce livre de Lessig qui est Code is Law. Là, c'est Law is Code, c'est-à-dire que dans un système d'exploitation, on prend le truc canadien de Privacy by Design, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un code qui est une constitution. Pour moi, il y a une constitution et des lois. Pour moi, c'est un système d'exploitation et des applis. C'est la même chose. Bon. Et donc, on a cette constitution à créer, et cette constitution-là, elle doit être créée de façon ouverte. C'est-à-dire, moi, la constitution de la France, il n'y a pas un article secret en disant, là, tu vois, l'article 37, tu ne peux pas le lire. Tu peux pas. Non. Bon. Maintenant, si, c'est comme ça que sont faits tous les algorithmes qui décident de ma vie, qui décident des résultats que je peux trouver, je ne les connais pas. Bon. Donc, je pense qu'il y a une logique ouverte, il faut que ça soit vérifiable par une communauté. Je vérifie, je regarde. J'ai le droit de regarder tout le code. Bon. Et maintenant, on peut se dire, comment est-ce que cette puissance-là, nouvelle, qui serait une sorte de constitution du code, en fait, dans un système d'exploitation. Alors, on dit, mais c'est un système d'exploitation pourquoi? C'est pour tout. Aujourd'hui, le système d'exploitation, Android par exemple, il peut fonctionner dans un avion comme dans un radiateur. Bon. Donc, c'est le même système d'exploitation avec des noyaux, etc., qui communiquent entre ça. En fait, jadis, le système était dans la machine. Ensuite, quelqu'un dit, ah, bah, c'est la machine qui est le réseau. Mais aujourd'hui, le système d'exploitation, il est dans tous les systèmes connectés qui sont connectés entre eux.
C'est ça qu'il faut posséder. C'est là où on doit exprimer notre souveraineté, en alliant justement cette notion de puissance publique et de logiciel libre. C'est ça. Si on réussit à faire ça, on a vraiment gagné quelque chose. Maintenant, la question qui se posera, c'est mais pourquoi on va aller se faire chier avec ce truc? Alors qu'on a un formidable réseau américain, on a un formidable réseau social, etc. Donc la liberté a deux ennemis. L'oppression et le confort. Et le plus dangereux est le confort. Donc, nous, dans cette logique-là, il faut amener une raison d'aller vers cet OS souverain. La raison, ça sera la mutualisation des données. La mutualisation des données, c'est-à-dire que tout service qui y adhère, en fait, les données qu'il va apporter vont être mutualisées avec les autres. Il y a aussi déjà un transfert à prévoir entre les services qui existent déjà et qui ont récolté beaucoup de données et les nouveaux services qu'on a envie de faire émerger, parce que si on pouvait juste faire comme ça et avoir un Facebook avec des données dont on est propriétaire, donc ça serait pas la même chose du tout, mais c'est quelque chose qui ressemble, ce serait facile, mais il y a cette espèce de transfert. Oui, il y a la notion de portabilité des données, c'est-à-dire, enfin, les données c'est fantastique. Alors quand on commence à utiliser d'abord le terme données, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle des données, alors les gens les prennent, bien sûr. Mais sur cette terminologie-là, sur les données, il y a une grande réflexion en cours, et je vais publier là-dessus un texte nouveau à la rentrée, que j'annonce ici. Voilà. Bon, j'ai publié un texte nouveau sur le droit des données, qui est en fait une nouvelle réflexion sur les données, parce que je réfléchis sur cette notion de données, et je me demande si on ne s'est fait pas prendre au piège de quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'on nous a dit. En fait, je me demande si la notion de données personnelles existe, au sens que j'ai une application, je la charge, elle peut avoir accès à mon carnet d'adresse, mais en fait je vais engager les données personnelles de beaucoup de gens. Bon. Je ne sais pas si la donnée personnelle existe toujours. Je suis très dubitatif là-dessus. Je suis en train de travailler sur cette notion, de dire qu'au final, est-ce qu'il n'y a pas un réseau de données où toutes les données sont reliées aux autres? Elles sont reliées aux autres, forcément, je voyais un truc sur le cancer du côlon, vous voyez, donc lecture intéressante, et je voyais qu'au final, il y a un certain nombre de gens qui étaient atteints par cette pathologie, on en avait pris un grand nombre, et on avait regardé leur consommation au supermarché. Et on s'était aperçu, en fait, qu'on pouvait sortir des corrélations entre certains produits et l'occurrence de cette pathologie. Donc, ce qui veut dire que mes données de supermarché étaient des données médicales. Bon. Et que donc finalement, si par exemple je fais des courses pour ma famille pendant quelques années, à un moment donné, il y a un de mes enfants qui va avoir une bourse, et on va regarder ce que je lui ai donné. Ah ben non, il va crever, il n'aura pas le temps de rembourser son emprunt de 300 000 € qui paiera la première année d'études. Bon. Et que donc finalement les données sont quelque chose qui ne me concerne pas que moi. Je pense que la notion de données personnelles, elle fait preuve d'un individualisme qui nous démunit. Je me demande si on n'est pas plus loin que ça. Et je pense que l'idée de données personnelles, on voit sa genèse aux États-Unis, comme j'ai regardé la genèse de l'Internet, c'est très intéressant la genèse des mots. Par exemple, souveraineté numérique, ce n'est pas la traduction de digital sovereignty. C'est simplement quelque chose qui vient d'ici, qui est issu du territoire européen. On a beaucoup de choses, beaucoup de mots qui nous viennent et de concepts qui nous viennent dans une logique qui est d'un individualisme, je dirais, déséquilibré. C'est un individualisme face à des sociétés qui sont massives. Pour ça, sur les données, je pense qu'il y aura demain un vrai travail. Et donc, imaginons qu'on ait ce nouveau statut des données, cette mutualisation des données qui protège vraiment les utilisateurs. Là, on tirera quelque chose de vraiment intéressant. Pour les utilisateurs, pour le développeur, pour tout le monde. Ce que vous proposez aussi dans votre livre, dès maintenant, c'est que ces données qui sont extraites, ce minerai, nous sommes le minerai, ces données qui sont extraites pourraient être aussi sujettes à l'impôt. Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste? Est-ce que c'est possible? Bon, un exemple, inventer un impôt pour défendre les libertés, après on en est réduit. Vous appelez la datax. La datax, parce que j'aime les jeux de mots. Il y a le big data, c'est très sympa. C'est gentil. Bon, en fait, et je reviendrai à la localisation des serveurs. Que faire? Que faire, comme disait Arnaud Montebourg dans un discours. Donc, que faire? Donc, les solutions qui sont devant nous sont de deux ordres. Un, il y a la solution industrielle, c'est de créer un OS souverain sur lequel va se constituer un écosystème sur des bases nouvelles fondées sur l'ouverture et la liberté. Ça, c'est possible. Ce n'est pas cher. C'est à notre portée.
Ça intéressera les utilisateurs, ça intéressera les développeurs, ça intéressera tout le monde. Mais les utilisateurs, pour que ça les intéresse, peut-être qu'ils soient un peu traumatisés déjà, non? Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Il y aura simplement un vrai intérêt magique à aller sur un service qui apportera plein de ressources. Regardez sur les moteurs de recherche, vous allez certainement trouver sur cet OS souverain Quant, vous allez trouver Exalid, vous allez trouver .NET Go, vous allez trouver peut-être 3-4 moteurs de recherche intéressants, vous n'avez pas forcément un seul. Vous allez avoir en fait quelque chose qui va recréer sous une forme applicative et sous une forme d'OS souverain, donc sur tous terminaux, une richesse qu'on a perdue, qu'on a oubliée. Encore une fois, on est devenu très monoculture. C'est-à-dire, on utilise un réseau social, on utilise un moteur de recherche, etc. Alors que, regardez aujourd'hui comment on redécouvre les différentes variétés de tomates. Bon, il y a des tomates toutes son, tout ceci. Donc voilà, on va redécouvrir, ça va être un écosystème beaucoup plus riche. Donc je pense qu'il y aura un intérêt à aller vers cet écosystème, même s'il est pratique, mais chacun pourra trouver ce qui est vraiment pratique pour lui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a cette solution industrielle, et de l'autre côté, un point important, c'est le droit. Donc le droit des données. Est-ce que les données individuelles existent? Bon, moi, ma réponse aujourd'hui est non. Dans le livre, c'était encore plus ou moins oui. Dans le livre, oui, c'était oui, parce que heureusement, la pensée évolue. Donc aujourd'hui, d'abord... Ça évolue, ça vous dites aussi, vous parlez aussi de l'oubli, ça c'est un truc qui était... On n'a pas beaucoup parlé de ça, on a plutôt parlé de... On a oublié. Il y a beaucoup de choses, et la dimension souveraineté, on va parler de l'individu. Et vous dites, vous avez un passage assez intéressant sur le pseudonyme, où on dit oui, le pseudonyme, mais pourquoi tu te caches derrière un nom? Parce que tu assumes, enfin, tu n'as rien à cacher. Et vous dites, oui, effectivement, Jean Moulin, pourquoi t'appelles-tu Max? Tu es ridicule comme ça. Et vous faites un parallèle entre le droit de vote, donc anonyme, quoi, et la donnée, je ne sais plus quelle est votre phrase, mais oui, le pseudo et le... Voilà, donc, ce que je dis, c'est que dans une démocratie, on sait qui vote, parce qu'on vous signe un registre avec votre nom, on ne sait pas pour qui vous votez. Sur Internet, en fait, l'isoloir, c'est le pseudonyme. C'est-à-dire qu'on sait ce que vous dites, mais on ne doit pas forcément savoir qui vous êtes. Donc le pseudonymat n'est pas l'anonymat. Le pseudonymat, c'est une identité qui peut être révélée éventuellement par une procédure judiciaire, mais démocratique. Le pseudo est au réel, le pseudo est au réseau, ce que l'isoloir est au réel. Oui, c'est ça. Donc il y a un certain nombre de mesures à avoir sur les données. Il y a probablement, pour revenir à la mesure russe, qui est une mesure que je préconise dans le livre, et donc je ne l'ai pas dédicacé à Vladimir, mais apparemment il a été lu, qui est la localisation des serveurs. Donc il y a la localisation des serveurs, elle est importante. Alors pourquoi la localisation des serveurs est importante? Alors là, je rencontre des mecs, mais t'as rien compris à Internet. Internet c'est mondial, les données elles sont partout. T'as rien compris. Bon, je sais que les données sont partout, merci, j'ai 800 serveurs en fonctionnement, un peu partout. Bon, donc c'est pas la question. La question c'est que quand je porte plainte contre qui? Si aujourd'hui je vais porter plainte contre un réseau logiciel, que va dire ce réseau logiciel? Il va dire le tribunal n'est pas compétent. En revanche, adressez-vous au tribunal de Sacramento, où se trouve mon siège social. En tout cas, mon attribution de tribunal. En Irlande, je crois, plus exactement. En Irlande, il y a un type, un seul, qui détermine toutes les règles pour toute l'Europe. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce n'est pas mon pays et mes règles par rapport à un problème qui se pose, c'est pas normal. Donc la localisation des serveurs, c'est une localisation physique, et par défaut, c'est la notion qui est celle d'établissement virtuel, c'est l'établissement stable virtuel, qui nous vient de la loi sur les jeux, c'est de dire, de fait, vous êtes considéré comme étant... Donc ça, la localisation des serveurs, à la fois physique et juridique, elle est capitale pour défendre les droits des individus. Sinon, ils ne peuvent pas se défendre. Allez à Sacramento et bonne chance. Bon. Donc ils ne peuvent pas se défendre. Et quand ils peuvent se défendre, vous avez des organismes qui vont vous dire « Ah oui, mais c'est juste une succursale, c'est pas vraiment, etc. etc. » Et vous avez des fuites dans tous les sens. Le cryptage. Aujourd'hui, nous sommes tous sur une plage nudiste sans le savoir. Donc, on est tous à poil sur le réseau. Ça peut être fantastique, ça peut être très agréable, mais il faudrait que ce moment, ça soit un acte volontaire. Et ce n'est pas un acte volontaire. On n'est pas volontairement nu sur le réseau comme on l'est aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de dire, quand une information personnelle circule sur le réseau, quand une donnée personnelle circule sur le réseau, elle doit être forcément cryptée. Elle doit être dans... C'est Louis Cousin qui a inventé ça, c'est le datagramme, ça doit être dans un datagramme. Non, on est habitué, on ne communique que sur carte postale. Tiens, il y a quelqu'un qui a inventé un truc génial, c'est une enveloppe. Bon.
Donc c'est des métadonnées qui le qualifient. Donc c'est du cryptage, c'est de la localisation des réseaux. Bon, ça va être forcément l'OS souverain qui va apparaître. Tout ça, ça commence à faire un système. Bon. Et bien entendu, quand la localisation des serveurs, elle sert à opprimer, quand elle sert à faire du mal, elle est épouvantable. Je préfère avoir un réseau mondial avec des serveurs un peu partout que de me retrouver en Russie à devoir localiser mes serveurs parce que ça va servir pour opprimer les libertés. Et c'est là où il y a toute une réflexion sur l'État. Ça, chaque État fait un peu ce qu'il veut. Mais je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a une police syrienne qui commet des abjections en permanence que moi je ne vais pas appeler les flics quand il y a un cambriolage chez moi ou n'importe quoi. Donc en fait, l'État est ce qu'on en fait. C'est un moyen de contrôle et puis on a voté pour des gens qui sont censés l'utiliser pour Alors, il y a un côté un peu bisounours quand on dit ça, mais je le revendique au sens que je pense qu'il y a un idéalisme démocratique qui doit être abonné au canard, qui lui donne une certaine lucidité, et qui quand même pousse vers ça. Et qu'on n'a pas tellement de choix de système, en fait. Alors, il faut améliorer la démocratie, pas en disant on va la transformer, parce que la démocratie marche parce qu'elle est cassée. C'est parce qu'elle est constamment en peine et en reconstruction comme un être humain. Si un être humain était parfait, qu'est-ce qu'il serait chiant? Bon, c'est parce qu'il est cassé qu'il est drôle. Bon. Donc qu'il est amusant, parce qu'il évolue, parce qu'il change, parce qu'il se remet en cause. Donc la démocratie, c'est pareil, elle est vivante. C'est plus possible avec le réseau logiciel. Le réseau logiciel, il nous réduit à notre profil. À partir du moment où je suis réduit à mon profil, on a réduit mes libertés, parce que mon profil est moins que moi. Et si on régit par rapport à mon profil et pas par rapport à moi, on a réduit mes libertés. Votre profil n'est pas vous aujourd'hui. Non. C'est une espèce de... Oui, c'est une sorte de tradé, sans être péjoratif, mais c'est une sorte de longue queue. C'est une sorte de long tail. Ces obsédés sexuels, on dit, ça ne s'appellera pas la longue queue parce que c'est obscène. Alors que moi, je n'y vois rien de mal. Bon. Et donc, il y a cette longue trace. Effectivement, il y a une sorte de double numérique qui se crée. Et le double numérique, c'est absolument terrifiant. Moi, je voyais des travaux sur le double numérique qui disaient, voilà, la manière dont vous réservez vos voyages est un indicateur de votre faculté à rembourser des emprunts. Si vous avez consulté à un moment donné un avocat, mais pourquoi que ce soit, c'est considéré comme étant un client à risque. Consulter un avocat. Donc voilà, on est sur des logiques qui sont très très dures et dans ces logiques-là, évidemment, on doit s'en sortir et je pense qu'on va se servir d'Internet, non pas pour réparer la démocratie parce que son modèle c'est d'être cassé, mais simplement pour l'améliorer sur un certain nombre de points par la logique du logiciel libre et l'observation de la communauté. Cette notion de dire, si nous faisons une constitution qui est visible de tous, qui est amendable et modifiable, je pense qu'on aura fait un pas en avant extraordinaire. C'est pour ça que moi je ne raisonne pas en disant, voilà, il faut faire le coup d'après, il faut faire Google, il faut faire le coup d'après. Et le coup d'après, c'est l'implication populaire dans une structure de réseau de logiciels avec un OS. Je pense que ça, c'est un super coup d'après. Ça permet aussi d'avoir une alternative, parce qu'en fait, si on ne fait pas le coup d'après, mais le coup d'aujourd'hui, on n'a rien de nouveau, on est juste plus faible. C'est vrai que ça permet aussi, notamment, c'est quelque chose en France qu'on pourrait faire jouer, mais c'est qu'on est un pays qui est attractif à bien des égards, avec une qualité de vie, et que ça nous permettrait aussi, si notre modèle de liberté est réel, d'attirer des talents. Ouais, c'est la liberté compétitive. J'avais dans le rapport Colin-Colin, comme Dupont, mais dans le rapport Colin-Colin, je leur ai proposé ce truc-là, c'est de dire, c'est justement sur la datax. La datax, c'était une taxe à l'exportation de données. C'est de dire, dès lors que des données personnelles quittent le territoire européen, elles sont soumises à une taxe à l'exportation qui est lourde. Bon, j'ai réfléchi à ça, ensuite j'ai évolué sur le sujet en considérant que j'avais peut-être une logique plus maligne que celle-là, parce que celle-là, elle impliquait de mettre des dispositifs physiques de type packet inspection que tout le monde adore, aux frontières européennes. Il y avait peut-être une autre solution qui est simplement une solution de droit, qui était sans implication technique, qui était de dire que la localisation fiscale est la source des données. Donc, là où tu prends les données, là tu payes. Bon. Donc voilà, donc ça c'est des travaux, et ce qui est très intéressant, c'est que quand j'ai publié mon bouquin, pour revenir à la question sur l'évolution du bouquin, qu'est-ce que j'en attendais, etc. L'écho est sorti en janvier dernier, je crois. Oui, 15 janvier, oui. Bon, l'écho,
il est incroyable. Je n'aurais jamais attendu. Bon, déjà, je me retrouve devant vous, donc déjà, bon, voilà. Mais non, mais l'écho est incroyable. L'écho est incroyable parce que j'ai écrit ce bouquin. Bon, l'éditeur me dit on a fait un gros tirage, on met 5000 exemplaires. Skyrock, 4 millions d'éditeurs chaque jour, 1,5 million de gens sur nos plateformes, 300 000 à chaque instant sur la radio, à peu près 400 000 sur le... Vous avez pu le pousser sur Skyrock, ce livre? Pas une fois. C'est pas le sujet. Non, mais justement, c'est pas le sujet. Non, parce que le sujet, Skyrock, c'est une radio, je dirais, qui vit la liberté d'expression au travers des témoignages et des expériences de ses auditeurs et des choix musicaux qu'on fait. Moi, je parle essentiellement d'abstraction. Donc, oui, j'ai eu la chance d'être invité par le service public. Donc, j'ai fait plein d'émissions sur France Culture, Place de la Toile et d'autres qui étaient assez marrantes. Parce que j'avais des bobos un peu bastilles qui me regardaient comme ça d'un drôle d'air. Parce que j'arrivais Skyrock, c'est la radio commerciale. Je te rends compte, il fait de l'argent, c'est horrible. Bon, donc j'avais des téléramistes forcenés, mais en même temps des gens extraordinairement sympathiques parce qu'on partageait cette même idée de découverte, de curiosité. Et j'ai pris grand plaisir à ces émissions. Mais j'ai rencontré des gens extraordinairement différents. J'ai eu des gens du Quai d'Orsay, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, qui sont venus à moi, des hauts fonctionnaires, en disant « nous connaissons tel problème, nous sommes sur tel sujet, on travaille sur un OS pour les sous-marins ». Formidable, Perrier, donc, oui, les propriétaires. Bon, mais il y a des choses extraordinaires qui se passent. Ce pays est merveilleux, ce pays est extraordinaire, pas simplement à cause de tout ce que vous disiez, mais aussi par une qualité d'individus partout dans le système qui sont extraordinaires. Et il y a une motivation dans ce que j'appellerais une sorte d'état profond, cette idée de dire il y a des infrastructures, il y a des personnes qui sont prêtes justement à cette logique de liberté. Bon. Donc ça a permis de trouver un vrai impact. Et donc, en fait, avec Souveraineté numérique, il y a eu un vrai appui. Aujourd'hui, il y a une réflexion des pouvoirs publics. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a au sein des pouvoirs publics cette idée que lorsqu'on a essayé toutes les mauvaises solutions, il ne reste peut-être plus que la bonne. Et que toutes les logiques de filière tombent à plat. Vous dites, alors c'est génial les amis, on va faire 0,3% de croissance. C'est génial. Hein, c'est génial. Bon. Donc vous partez là-dessus, vous vous rendez compte, vous regardez la reprise de la croissance aux États-Unis avec des injections massives de liquidités. Et vous apercevez que, certes, vous avez une reprise de la croissance, mais que la courbe de l'emploi ne reprend pas. Parce qu'on n'est pas dans une crise économique traditionnelle. La crise économique traditionnelle, c'est l'activité économique se ralentit. Et donc, quand l'activité économique se ralentit, vous supprimez des emplois. Bon. Là, on est dans une logique différente. Aujourd'hui, on est dans une logique de crise numérique. Quand il y a une crise numérique, ce n'est pas des emplois que vous supprimez, c'est des postes. Et donc, quand l'activité économique revient, vous ne recréez pas les postes parce que vous n'avez plus besoin des gens. Bon. Donc, c'est très intéressant de voir que c'était deux mouettes décalées. Donc, l'activité tombait, l'emploi tombait, l'activité reprend, l'emploi repart. Là, vous avez première partie de la mouette, c'est normal, l'activité repart, l'autre, elle redémarre très très lentement. Donc, on est sur des logiques où la croissance n'est pas la solution. Après, vous dites, c'est pas grave, c'est l'investissement. Ok. Donc, aujourd'hui, vous achetez pour acheter des machines parce que vous n'avez plus besoin de gens. Vous remplacez, c'est un investissement qui remplace de l'emploi, pour l'essentiel. Donc vous vous rendez compte que tous les leviers sur lesquels vous appuyez, les logiques de filière, les logiques de subvention, les logiques de pansement, les plus de pognon, bon, les logiques de... aucun... Vous avez vu, si vous avez des enfants, vous les amenez au manège. Ils sont vachement contents, ils tournent et ça tourne. Et un jour, il y a un moment terrible, c'est qu'ils tournent dans ce sens-là et ça continue dans l'autre sens. Et là, c'est fini. Ça s'appelle un adulte. Et donc, quand on est dans cette logique-là, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un volant, mais il y a quoi derrière? Et soudain, il y a la possibilité de se dire, les gens que nous avons élus, quels qu'ils soient, il y a une possibilité de tenter de reprendre le volant, mais par l'Internet, par le numérique, par le réseau, par le liseron. Et je pense que ça, c'est une belle aventure. Merci beaucoup. Si on demande actuellement aux gens à qui vous préférez donner vos données, en fait. Et souvent, on a vu beaucoup, il y avait les histoires de... je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin le truc de Adopi, tout ça, ou des fichiers de base de données pour la police et tout ça. Les gens sont extrêmement réticents à livrer leurs données à l'État. Pourtant, c'est des gens sur qui ils ont un contrôle.
et généralement préfèrent donner leurs données à des entreprises privées, ou alors si on leur demande, dans toute théorie, ils préfèrent effectivement les logiciels libres, etc. Donc qu'est-ce qui garantit quand les gens vont se rendre compte de quelque chose qui ne tourne pas rond, du fait qu'ils n'aient pas de contrôle en fait, sur leurs données, parce que c'est des entreprises privées qui ont des intérêts complètement différents, cette recomposition de souveraineté qui va s'effectuer, qu'est-ce qui garantit qu'elle se fait au niveau des nations, c'est-à-dire des écosystèmes existants, et pas au niveau d'écosystèmes nouveaux, comme, je ne sais pas moi, par exemple des groupes de hackers, ou voilà, ça pourrait être des sortes d'États qui se recomposent, mais pas sur une base géographique. Et en plus, Internet, il ne repose pas exclusivement sur des bases géographiques. Oui, c'est une vraie question. La nation est-elle le vrai support? On pourrait se dire, en fait, il y a des nouvelles souverainetés, des nouvelles communautés transverses qui se créent, qui elles-mêmes peuvent s'autoréguler, peuvent avoir leurs propres règles et fonctionner. Alors pourquoi pas? Et s'il émerge de cela des nouveaux systèmes, très bien. Ce que je vois simplement, c'est qu'il faut que ces nouveaux systèmes puissent lever l'impôt. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer de structure pérenne qui n'ait pas la possibilité, moi je prends le cas de la Fondation Mozilla, c'est formidable, enfin s'il n'y a pas derrière quelques centaines de millions de dollars d'un généreux donateur, il y a quelque chose qui s'arrête quand même. Donc vous avez de la bonne volonté, mais la bonne volonté c'est une fleur coupée, c'est-à-dire une base fiscale c'est une fleur en pot. Bon. Donc vous devez avoir une base fiscale, vous pouvez devoir lever l'impôt, et donc on est sur une logique de souveraineté à ce moment-là qui s'impose, mais peut-être que cette souveraineté, elle n'est pas territoriale, mais elle doit exister. Nous, on a la chance quand même d'avoir déjà quelque chose qui existe, qui a mis plusieurs siècles à se constituer un système de représentation, d'équilibre, etc., avec tous les défauts qu'on lui connaît, mais qui existe et qui est là. Bon. Donc, peut-être c'est celui-là qu'il faut chercher à faire évoluer. Peut-être ça ne marchera pas. Si ça ne marche pas, vous êtes la solution, vous dites qu'elle est la meilleure. Et peut-être que les deux solutions doivent être en compétition et aux citoyens de choisir quelle est la meilleure. Bien entendu. Maintenant, ce que je pense, c'est que la puissance des nations, en termes de force de frappe, est telle qu'on aura énormément de mal à constituer ces logiques-là de manière pérenne. Et que moi, je ne veux pas me retrouver dans un système où je fais confiance à, je dirais, une association, on me dira, c'est une communauté, bon, voilà, bon, je ne sais pas qui y a derrière, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, etc. Moi, j'étais très impressionné de voir comment le renseignement américain expliquait qu'il crée des logiciels parallèles, alternatifs, de cryptage, etc., d'anonymisation, simplement pour savoir la liste de tous les gens qui voulaient s'anonymiser. Bon. Donc, moi, je suis dans une extraordinaire prévention paranoïaque là-dessus, et le mythe de la communauté magique, pour moi, c'est quelque chose, je dis oui, pourquoi pas, mais je le place au même niveau que je crois dans mon conseil général. Ce que je veux dire, voilà, je suis là dans des rapports de défiance-confiance, mais mon idée c'est d'utiliser les deux ensemble, l'un contre l'autre. Je pense que c'est ça, c'est cet équilibre, c'est ça qu'il faut trouver. Je pense que le grand ajout qu'amène le réseau, c'est la possibilité que le réseau contrôle des systèmes existants. Par justement une certaine transparence, un accès au code. Je pense que l'accès au code, c'est-à-dire l'accès à la Constitution, aujourd'hui, vous prenez le code civil, tout le monde peut le lire. Tout le monde peut regarder les codes, toutes ces codes de loi. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai pour le code informatique, les gens ne lisent pas le code d'une part, mais d'autre part, ça ne sera pas forcément accessible, ou c'est protégé, c'est dans des boîtes noires. Donc je crois au fait que, en fait, on est plutôt intérêt à créer des hybrides qu'à mettre des solutions l'une à la place de l'autre. Est-ce qu'on va vers l'émergence d'un cinquième pouvoir? C'est-à-dire que par rapport au pouvoir exécutif, législatif qu'on a actuellement, on avait le quatrième qui était la presse, mais est-ce que les communautés d'utilisateurs, toutes les communautés qui contribuent à l'Internet pourraient former un cinquième pouvoir? Je pense tout à fait. Je pense que vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir, je dirais, de l'intelligence collective du réseau qui peut améliorer le système. Et en tous les cas, quand vous parliez justement à qui est-ce que je fais confiance, parce que la notion de confiance, elle est absolument capitale. Aujourd'hui,
On n'est plus dans une logique de confiance béate, on est dans une logique de doute. Mais on doute de tout. On doute de l'État, on doute des entreprises, on doute de toute organisation, de toute institution, il y a un doute général. Bon. On va continuer à rester dans ce doute. Je pense que nous sommes tous devenus adultes et nous n'avons plus cette sorte de confiance presque infantile dans les systèmes qu'on avait dans les marques, dans les systèmes, dans toutes les autorités, tout ça. Je pense qu'on est sorti de ça. Bon. Donc ça, c'est l'expérience du siècle. C'est notre expérience collective, c'est l'expérience de l'information sur le réseau. Donc on a une maturité et une défiance. Et je pense qu'il faut corriger, enfin en tous les cas, parce qu'on ne peut pas vivre dans la défiance, il faut la résoudre en fait par le contrôle du réseau. Moi je suis très intéressé, je vais par exemple au supermarché, j'achète des produits, et il y a marqué la proposition. Je crois que c'est vrai. Le fait qu'il y ait de la tartrazine dans ces bonbons que mes enfants espéreraient aimer. Bon, donc oui, il y a plein de choses comme ça, mais je fais confiance. Donc on est consommateur de confiance sans cesse. Donc on amène ses enfants à l'école, on fait bien confiance à l'école. Bon. Donc on a besoin de la communauté, mais en même temps, on place sans y réfléchir notre confiance dans plein de choses. Voilà, donc on va être sans arrêt dans ces arbitrages. Mais vous avez raison sur la notion de l'émergence d'un pouvoir dont il faut se servir. Échelle de temps, scénario rose, scénario noir. En une phrase. Échelle de temps, je pense qu'on est déjà dans le noir. Oui, c'est 15 ans, 5 ans, 15 ans, enfin. Je pense qu'on est déjà dans une situation où on sait tout sur vous et où lorsque vous écrivez quoi que ce soit, même dans un carnet de notes intime, quelqu'un peut le lire. Ça, même Orwell aurait dit non, là tu déconnes. Donc on y est. Et c'est une situation pire que tout. On n'est pas tous en uniforme, le crâne rasé, etc. dans la pub de 84 d'Apple. On est là, on est cool. Et pourtant c'est là. Donc c'est ça qui est terrifiant. C'est qu'on est dans la situation la pire, dans l'environnement quotidien. Bon. Donc ça, c'est très dur à comprendre. Hein. Bon. Mais on est dans cette situation. Maintenant la question c'est de dire, on est dans le scénario noir, comment en sortir? Bon. Comment en sortir? La prise de conscience collective, elle est capitale, que toutes les bonnes volontés sont bienvenues. On est dans ce moment de bascule quand même. Parce que moi je me souviens, j'ai été reçu par un élu pour lui parler de la politique industrielle de l'Internet. J'avais une demi-heure. Il me reçoit et je lui dis à un moment donné, mais vous aviez quelqu'un une demi-heure avant? Ouais. Et vous aurez quelqu'un une demi-heure après? Ah, ouais. Vous pouvez me dire qui c'est avant et qui c'est après? Oui, avant c'était quelqu'un pour la sécurité sociale des forains. Et après c'est quelqu'un qui a parlé des abeilles qui meurent. Bon. Moi j'avais ma demi-heure. Bon. Le dossier n'est pas passé. Bon. Vous avez mon attaché de presse qui est basé à Moscou, qui s'appelle Edward Snowden. Bon. Qui est extraordinaire attaché de presse du livre, extraordinairement dévoué, publié énormément de communiqués, de documents, comme ça. Bon, il y a un titre anglais. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une prise de conscience collective aujourd'hui. Des opinions, on me disait, mais ça, l'Internet, non, moi je ne peux pas faire de trucs sur Internet. Mais pourquoi? On n'en parle pas sur les marchés. Ah, puisqu'on ne parle pas d'Internet sur les marchés, je ne peux rien faire. D'accord? Aujourd'hui, sur les marchés, la question est posée. Et ce que je mets sur Internet, alors, ça va où? Est-ce qu'on va s'en servir contre moi? Bon. Donc, il y a une prise de conscience de l'opinion. Il y a une prise, aujourd'hui, moi je le vois, la publication sur les réseaux sociaux. Très intéressant, disparition d'un certain nombre de mots sur les réseaux sociaux. Le mot herpès disparaît de Facebook. Plus personne n'a d'herpès. Tout le monde est en pleine forme. Plus personne n'a de mycose. Bon. Il fut un temps où toutes ces maladies existaient. On disait putain, etc. On tapait des trucs. Et on avait l'impression de parler à un petit cercle extraordinairement restreint. Et en plus, on disait des choses qu'on n'aurait pas dit si on les avait vues, mais on les disait quand même parce qu'on pensait qu'ils étaient là. On voulait qu'ils sachent sans le savoir. Bon, aujourd'hui, c'est que le mot du président, hein, c'est que des plaquettes, tout le monde est en pleine forme, etc. Salut toi, comment vas-tu? Moi, ça va très bien. On se trouve dans la vie quotidienne, où les gens disent ça va coup-ci, coup-ça, seulement quand ils sont en phase terminale. Bon, donc, là, on est dans des logiques de représentation. Donc il n'y a plus de communication sur les réseaux sociaux comme avant. C'est fini. Bon. Donc on voit bien que le net change, que les usages changent, que les gens commencent à réagir différemment. Donc, dans ce contexte, je dirais, de changement, de motivation d'opinion, les pouvoirs politiques, il y a un très bon dessin de Wolinski, ce dessinateur de jadis, où on voyait quelqu'un qui va voir un homme politique en disant « Occupez-vous de ce problème, sinon il va être trop tard ». Et l'homme politique répondait « Je m'occupe déjà des problèmes pour lesquels il est trop tard ». Bon.
Donc ça, c'est la réflexion politique qui est de dire j'agis dans l'urgence. Bon, il faut que ça fasse mal pour qu'il y ait une réaction. Voilà, ça marche à la claque. Bon. Aujourd'hui, la claque, c'est l'emploi. Regardez les plans sociaux. Tiens, si la redoute vaut 1 euro, si vous avez un plan social à Alcatel-Lucent, si vous avez des plans sociaux un peu partout, regardez comment de plus en plus vous allez les relier à nos carences dans le domaine de l'Internet. Que de plus en plus de professions, demain ça sera les pharmacies, demain ça sera telle ou telle profession, il va dire ah ben moi je ne peux pas, on vend sur ceci, on vend sur cela, tout le système est en train de tomber. Et c'est là où justement on a besoin, et il va y avoir suffisamment d'urgence, suffisamment de douleur pour qu'on commence à changer. Donc c'est parce qu'on est dans le scénario noir que je suis optimiste. C'est ça. J'avais deux questions à vous poser. Bon, déjà, je suis très content d'être venu parce que j'avoue que j'étais assez dubitatif de ce concept de souveraineté numérique. Mais ce qui me fait changer d'avis en vous écoutant, c'est que dans votre réflexion, vous intégrez le commun. C'est-à-dire quand vous parlez de développement d'un OS souverain comme un partenariat entre l'État et une chose qui ressemblerait à un logiciel libre, en fait. Exactement. Vous appuyez aussi sur une notion qu'on est plusieurs à partager ici, la notion de bien commun autour du logiciel. Et j'avoue que ça, c'est quelque chose qui peut contribuer très fortement à vous faire voir d'un meilleur œil la notion de souveraineté numérique. J'avais l'impression d'être extrêmement étatiste dans les discours que j'ai pu entendre autour de ça. Donc ça, j'avoue que c'est quelque chose qui est nouveau par rapport à ce que j'ai pu vous entendre dire. Et vous rejoignez d'ailleurs des personnes qui réfléchissent à des transitions vers des modèles où les biens communs pourraient prendre plus d'importance dans les systèmes économiques. Notamment, il y a un auteur qui s'appelle David Brouillet, qui est un penseur d'économie, qui appelle à la mise en place d'un partenariat public commun où l'État deviendrait un garant de certains biens communs, dont notamment les biens communs numériques qui peuvent être les logiciels libres. Et j'ai l'impression que dans votre pensée, c'est pas si éloigné C'est ça. un État garant commun où c'est exactement ça. Cette constitution open source pour en faire partie. Donc je suis assez content de vous avoir entendu là-dessus. Par contre, j'avais entendu d'autres choses dans votre discours qui m'avaient plus heurté, notamment sur la question du statut des données. Oui. Je vous ai déjà entendu dire, par exemple, qu'il fallait créer un droit de propriété individuelle sur les données personnelles. Et vous aimez beaucoup les métaphores, et vous aviez même employé la métaphore du droit d'auteur pour dire qu'il faudrait que nous soyons considérés comme des auteurs de données personnelles. Et là, ce soir, je vous entends dans un autre discours où visiblement vous n'êtes plus dans ce paradigme un peu individualiste. Il y a un droit de propriété individuelle sur les données, et où vous commencez à envisager les données comme quelque chose de plus collectif, en fait, avec cette dimension de réseau qui serait initialement dans le statut de la donnée, qui serait même plus personnelle, en fait, ou qui serait d'emblée conçue d'une manière en réseau. Alors du coup, est-ce que vous avez évolué dans votre pensée sur le statut des données? Est-ce que vous pensez plus qu'il faille distribuer les droits de propriété individuelle dessus? Ou est-ce que vous gardez cet aspect dans votre discours? Merci de me poser la question. D'ailleurs, merci de votre commentaire. Ça me touche la manière dont vous le dites. Oui, d'abord, j'ai voulu parler de la propriété des données parce que le pillage me gêne. Et la manière dont ces données sont aspirées, siphonnées, emportées, utilisées à l'encontre et sans la connaissance des individus me choque. Donc j'avais regardé qu'est-ce que c'était une donnée en droit, j'avais vu que c'était res nullius, c'est-à-dire la propriété de personne, la chose de personne, res nullius. Et que donc, rappelons que quand les colons anglais sont arrivés sur la terre d'Amérique du Nord, ils ont vu les Indiens, ils ont demandé les actes notariés et les droits de propriété. Et ils ont dit, bah non, c'est terra nullia, terra nullius, etc. On a vu ce qui s'en est suivi. Donc le fait qu'il y ait une absence de propriétaire, qui est simplement une protection par le droit, et des droits qui sont très fragiles, parce que bon, à partir de la donnée, elle est partie, c'est quoi, comment est-ce qu'on peut la protéger par le droit, même physiquement, comment peut-on faire? Tout ça m'a amené à dire, il faut une propriété des données. Et j'ai proposé cette propriété des données, je dirais, comme une sorte de provocation à la réflexion. Et j'ai fait tout à fait le lien avec le droit d'auteur en disant on a besoin d'un bon marché des données, c'est-à-dire quelqu'un qui crée une sorte de législation qui va permettre aux gens de se réapproprier leurs données. Ensuite, j'ai eu un certain nombre de conversations, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que ma proposition présentait des risques. Plusieurs risques. Le premier risque, c'est la force du droit de propriété. Le droit de propriété est tel que toute restriction au droit de propriété
je dirais, est contestable devant les tribunaux. Et que donc si je rendais quelqu'un propriétaire de ces données, au final, il aurait éventuellement la possibilité de les céder, et les cédant, il n'aurait plus aucun droit sur celle-ci, et donc en fait, on aboutirait dans une situation pire que celle de déjà. C'est peut-être une propriété inaliénable, par exemple. Alors justement, c'est ça. Moi j'étais parti, c'est ce que j'avais écrit dans le bouquin, le propriété inaliénable. Et il est apparu que juridiquement, c'est très fragile. Après ça, j'ai vu, bon, je me suis... Première étape de réflexion. Deuxième étape de réflexion, très bien. Est-ce qu'il existe des droits patrimoniaux et des droits moraux qui sont dissociables? Oui, dans beaucoup de cas. Donc ça veut dire qu'à la limite, je peux céder un droit patrimonial, mais je peux conserver un droit moral. Et ça, ce droit moral, il est inaliénable, même s'il y a une patrimonialisation qui est cessible. Bon. Étape de réflexion. Est-ce que l'individu cédant ces données isolées est-il perdu, petit nain, par rapport à un gigantesque truc, etc. Non, parce que des sociétés, comme des SACEM en quelque sorte, ou des SPRE vont se constituer de gestion de droits d'auteur, et que ces sociétés de gestion collective vont pouvoir faire front au réseau pour la négociation de droits moraux. Ça, c'était une étape de réflexion. Je poursuis la réflexion parce que, vous voyez, c'est une gamberge active. Bon. Ensuite, je me dis, mais qu'est-ce qu'une donnée? Après ça, je regarde les textes sur la transfusion sanguine dans les années 30. Grand problème pour les juristes. Quand vous êtes blessé, vous saignez. Donc c'est un écoulement de fluide corporel. Bon. Mais quand vous donnez votre sang à quelqu'un d'autre dans un processus où volontairement vous transférez quelque chose d'une personne à une autre, c'est ce que les juristes à l'époque appellent un soi hors de soi. Et le soi hors de soi peut-il être propriété de la personne? Non, puisque la personne n'est pas propriété d'elle-même, en tous les cas, dans un certain nombre de démocraties. Et que donc, en fait, la donnée sera un produit sanguin. Donc on ne peut pas en être propriétaire. Et donc, par conséquent, on est dans une extension de soi. Bon. Maintenant, cette extension de soi, elle permet par corrélation ou par lien de déterminer la vie privée d'autrui. Donc on est dans quelque chose qui est particulièrement, je dirais, nouveau, puisqu'il s'agit à la fois d'un réseau multipersonnel, et donc on aboutit à cette notion de bien commun, très vite. Et donc qui peut être garant de ce bien commun, ça c'est toute une réflexion. Mais ma pensée, elle a évolué comme ça par étapes, et parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, tu es profondément débile avec ton idée de propriété des données, et en fait en m'assénant tellement d'arguments que, bon, je me suis dit, je vais réfléchir. Alors j'ai trouvé des contre-arguments. Je veux dire, le droit moral et le droit patrimonial, c'est un contre-argument. Les associations de gestion de droit, c'est un contre-argument. Mais l'argument sur le sang m'a le plus frappé, puisque, en fait, je ne peux pas être dans cette logique de propriété au sens de quelque chose qui se sépare de moi et avec lequel je peux faire n'importe quoi. Et puis il y avait ce débat, je finirai là-dessus, mais c'est intéressant parce que la question, c'est une vraie réflexion. C'est une gamberge qui nous affecte tous, c'est le grand débat du Moyen-Âge sur la nexialité. C'est un débat peu connu, mais passionnant. En Antiquité tardive, on a la faculté de se vendre soi-même pour payer ses dettes. Donc voilà, j'ai plein de dettes, je me vends. Comme ça, je protège ma famille, je protège le monde, je me suis vendu. Bon. Et à cette époque-là, il n'y a pas de juristes, mais il y a des théologiens. C'est à peu près la même espèce. Et les théologiens disent, a-t-on le droit de se vendre soi-même? Et les gens disent, bah oui, voilà, on a un corps, on le vend, on se vend. Et puis finalement, ils disent non, parce qu'il y a une incessibilité de l'âme. Et l'âme étant la propriété de Dieu, on ne peut pas céder quelque chose qui appartient à Dieu. Bon. C'est intéressant parce que c'est un débat très ancien, mais qui fonde cette idée d'une inaliénabilité de la personne et qui, dans son prolongement, puisque on voit aux racines de notre démocratie, il y a des racines chrétiennes, il y a des racines grecques, il y a des racines latines, il y a des racines juives, il y a plein de racines qui nous amènent jusqu'ici. Bon. Et dans la conclusion de ces racines, il y a cette notion d'individu et d'intégrité de sa personne. Bon. Et à nous d'inventer le fait qu'il y a une nouvelle extension de cette intégrité de la personne que sont les données, et que ces données impliquent aussi autrui, et que si elles impliquent autrui, je suis dans une gestion collective au sens de bien commun. Bon. Voilà la réflexion. Bon. Cette réflexion, j'adore cette réflexion. Parce que c'est vraiment... et j'ai eu la chance de pouvoir en débattre avec des juristes de différentes institutions les plus prestigieuses de la République.
Mais je suis rentré dans ce débat parce que je suis arrivé avec mon truc de propriété des données, avec mon gros caca, en disant voilà, la propriété des données. Bon. Et ça a provoqué un vrai débat. Et ça m'a fait évoluer, ça a fait évoluer la pensée. Et finalement, on va aboutir à une forme de propriété, mais qui ne sera pas une propriété réductrice, mais une sorte d'appropriation collective, et qui me semble à ce sens tout à fait intéressant. Merci. Ah, une dernière question. Non, c'est pas une question. Écrivez un monde qui n'est pas du tout le monde que je perçois. Quand on vous écoute, nous sommes asservis par les mastodontes de l'Internet. Nous n'avons plus pour sauver notre triste sort, il nous faudrait créer notre propre logiciel. Vous faites même appel à l'État, tout en passant votre... Vous prenez beaucoup d'efforts pour à la fois nous décrire une classe politique qui, effectivement, n'est pas à sa hauteur, mais pour autant vous en appelez à l'État pour sauver cette situation. C'est pas ça que je... Vous oubliez de dire une chose. Quand vous parlez de cet asservissement, quand vous allez sur Facebook ou sur Google, personne ne vous oblige à suivre. Personne ne vous oblige à aller sur Google. Il y a dans l'histoire de l'économie du monde ce que j'appelle des monopoles usurpés. Par exemple, les entreprises nationales qui doivent leur monopole par un État particulièrement autoritaire ou par des pratiques qui sont contraires à la liberté d'entreprendre. Mais il y a des monopoles qui sont plébiscités. Et c'est le cas de Google. Je ne suis pas un adepte de Google. Je suis comme vous, inquiet de l'ampleur que ça prend. Mais ce que vous décrivez, le pouvoir est entre nos mains. Quand vous parlez de... D'abord, vous faites erreur quand vous dites qu'on sait tout sur tout. C'est pas vrai. Quand vous achetez dans un supermarché, je conseille les patrons de retail, je sais comment ils organisent en place de données, et je peux vous rassurer tous, vous pouvez aller acheter des couches culottes, et rassurez-vous, on ne va pas venir vous dire, quand vous aurez des emplois étudiants, comme on a vu que ce que vous aviez acheté, vous risquez d'avoir un cancer du côlon, donc forcément, vous ne pouvez pas rembourser votre emprunt. C'est pas vrai, il y a des données qui sont collectées, mais pas beaucoup. C'est ce que vous décrivez. On n'a pas le même niveau d'information, c'est pas grave. Oui, alors attendez. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous avons un pouvoir, nous autres, les internautes, d'aller ou de ne pas aller sur Google ou sur Facebook. Moi, je vais sur Facebook, j'ai un compte Facebook, mais je ne mets que l'information que j'ai envie d'y mettre. Je ne mettrai pas des informations que j'ai pas envie de voir publier. L'information que je mets sur Facebook, elle m'appartient, certes, Facebook l'utilise, mais il y a effectivement des dérives. Et c'est là où je voudrais apporter une contradiction dans ce que vous avez dit qui est totalement faux. On parlait d'abord, ces enjeux de souveraineté numérique, qui est une idée intéressante, ils ne sont pas nationaux. Et je ne sais pas si vous êtes allé voter pour élire des représentants au Parlement européen, c'est le cas ou c'est pas le cas? Vous êtes allé voter pour les élire? Ah oui, moi je vote à tous les coups. D'accord. Bon. Cet enjeu, malheureusement, qui n'a pas été bien, notre classe politique a complètement échoué dans cette idée à l'européen, mais la bonne dimension, c'est l'Europe, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, quand on vous a posé la question. Et quand vous avez parlé des lobbyistes, Je pense pas qu'il a été répondu, c'était le contraire. J'ai pas entendu ça. Moi, tu as posé la question en disant est-ce que la dimension est européenne ou locale? Et vous avez répondu l'Europe. Je pense qu'une écoute apaisée vous permettra de retrouver quasiment l'intégralité de ce que vous avez reformulé de ce qui a été dit. Je dis une écoute apaisée. Les points où vous avez raison d'insister, à mon sens, c'est quand vous parlez de monopole publicité. Vous avez tout à fait raison, et j'en ai parlé tout à l'heure en disant qu'effectivement, il y avait dans tous ces services et ces réseaux de services un aspect pratique, un aspect de facilité d'usage, d'émancipation, d'accès qui est absolument phénoménal. C'est quelque chose qui est formidablement positif et qui a valu le plébiscite de nous tous. Maintenant, ce plébiscite-là, c'est un peu comme si on disait, voilà, il va y avoir la révolution industrielle, alors le PNB va être multiplié par 3, le niveau de vie va être multiplié par 3, mais il y a un risque, simplement, il y a un petit problème, c'est qu'on ne pourra plus respirer, les enfants travaillent à partir de 8 ans. Donc, oui, on est dans une logique formidable de progrès, d'émancipation, de productivité, etc., mais on est aussi dans une logique qui a un coût.
Et ce coût, c'est un coût sur nos libertés, sur notre économie, sur nos systèmes. Ce que je dis, c'est que, formidable, ces services-là nous apportent un service, ils sont excellents, etc. Mais nous pouvons faire l'arbitrage en disant avoir les services sans avoir le coût. Ce qui implique de la réglementation, et oui, je m'appuie sur l'État pour la réglementation, parce que jusqu'à nouvel ordre, ce sont des gens qu'on élit, et vous parlez du Parlement européen, que vous voyez comme une panacée. Je considère qu'aujourd'hui, des instances plus locales et plus nationales ont déjà une faculté pour agir ici. Donc, monopole plébiscité, certes, et rien n'empêchera de consulter, de travailler, d'utiliser ces services, au contraire, mais dans un environnement d'un droit maîtrisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et d'une protection des données des personnes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sur ce qui est sur le niveau européen, oui, il y a un certain nombre de choses. Mais moi, je vous renvoie sur les textes de M. Almunia et sur le travail qu'il est en train de faire actuellement sur l'arbitrage qu'il est en train de rendre sur toutes les violations anticoncurrentielles de Google dont on parlait tout à l'heure, et vous vous rendrez compte que oui, il y a besoin de contre-pouvoir, oui, il y a des effets de lobbying qui sont extrêmement graves. Et enfin, sur le droit à l'oubli, qui est une décision de la Cour européenne de justice, c'est une décision qui, au final, n'a pas désigné d'exécutant pour cette décision. C'était votre question sur le droit à l'oubli. Et finalement, c'est Google lui-même qui s'est proposé pour arbitrer entre des libertés publiques. Vous avez la liberté qui est le droit d'informer et le droit d'être informé, et la liberté des individus de ne pas être prisonniers de leur passé. C'est une société privée qui se pose en arbitre de cela. Donc ça, pour moi, le fait que l'Europe aille dans ce sens est un vrai problème. Donc on est aujourd'hui dans des logiques où on aura besoin, en tous les cas, d'une dimension européenne, que par chance, la dimension européenne est reprise dans les discours, mais je sais que l'emploi aussi est repris depuis un certain temps, à ce que j'ai vu. Et la croissance aussi est reprise depuis un certain temps, donc le fait qu'un thème soit pris, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est quand même un progrès. Donc voilà, je vous invite, je vous remercie de votre commentaire. Je ne l'ai pas considéré comme étant une contradiction au sens de quelque chose de négatif. Pour moi, la contradiction, il n'y a rien de plus positif. Regardez sur la propriété des données. Regardez sur la propriété des données. Je lance un truc, on m'explique, je comprends, j'évolue, je change. Heureusement, nous changeons tous. Donc j'espère vous faire changer un peu d'avis quand vous regarderez au calme la vidéo de cette intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Malheureusement, il n'y a pas de livre, parce que voilà, c'était des questions d'éditeurs. En tout cas, j'enverrai à tous le lien. Vous connaissez le titre, la souveraineté numérique. Merci. Voilà. Mais j'ai tout dit, il n'y a plus besoin d'acheter. Ouais. Non, il va acheter le prochain. On va regarder. En tout cas, merci à vous, merci beaucoup. C'était un honneur et un plaisir d'être devant vous aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. Stratégie d'influence d'autres pays qui sont plus petits que la France et qui se disent bon, moi, non seulement j'ai pas 50 millions d'habitants, même pas 10 millions, mais 5 ou 7, Israël, etc. Alors moi, si je veux être un géant, développer un géant, avoir suffisamment de force pour développer quelque chose qui peut être acheté par un géant, c'est-à-dire que la valeur revient sur le sol national, et puis je finis par avoir un rapport de force avec les Américains où je ne suis pas pris pour un machin, ben je vais devenir américain le plus rapidement possible. Et ça, c'est une vraie stratégie. Mais, disons, l'idée c'est de proposer une réflexion collective, parce que les échappatoires, enfin, les trajectoires individuelles, bien sûr, il y en a de toutes sortes. Maintenant, et en Israël, par exemple, c'est une stratégie nationale d'aller aux États-Unis. En Israël, par exemple, moi j'étais très impressionné par l'association entre les nouvelles entreprises numériques et le ministère de la Défense. Ah oui, ça c'est clair. Et pour moi, je trouve que c'est une super réussite. C'est très clair. À un moment donné, c'est évoqué les questions de... On a des acteurs qui sont un peu patriotes, qui pensent aussi en tant que citoyens à ce qu'ils font. C'est vrai qu'en Israël, par exemple, cette idée qu'on se bat aussi pour le business de ce pays, on est très patriote. C'est en premier, c'est positif, parce que d'une certaine façon, quand il y a un produit, un service meilleur, on accepte de le prendre, mais on essaye d'être encore plus innovant.
C'est ça que j'ai vu pour Oise, par exemple, je regardais la trajectoire de cette société qui pouvait être moins exemplaire. Et qu'il y avait cet écosystème où c'était de le dire, quelle que soit la taille du pays, comme c'est un petit pays, c'est un petit pays qui réussit à avoir une stratégie en termes de la nature de son écosystème qui peut rivaliser sur un certain nombre de sujets.